Il semblerait que la moyenne d'âge où les enfants demandent réellement à leurs parents si le Père Noël existe correspond à l'âge de 12 ans. Ils posent des questions comme « Comment est-ce que les elfes réussissent à construire leurs jeux vidéo préférés s'ils sont normalement faits par Nintendo ?» Mais aussi « Comment le Père Noël réussit à livrer tous ses cadeaux en une seule nuit ?» Ou encore « Comment est-ce que le Père Noël fait pour vivre si longtemps comparé aux autres êtres humains ?» Certains répondent à leurs enfants que le Père Noël est immortel, alors que d'autres leur disent qu'ils forment juste des apprentis qui se succèdent au fur et à mesure des décennies. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la réponse la plus facile est de dire que tout cela relève de la magie. Moi aussi, quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à me poser le même genre de questions. Et vu que j'étais très curieuse, je n'arrêtais pas d'harceler mes parents avec ça. Et du coup, peu importe les réponses que me donnaient mes parents à mes questions, j'ai rapidement compris que rien de tout ça n'était vrai, et que c'était bel et bien eux qui m'achetaient mes cadeaux. Bien sûr, quand je leur ai dit ça, ils ont tout nié en bloc, en me disant que j'avais vraiment une imagination débordante. Alors, au Noël suivant, alors que je n'en revenais toujours pas qu'on ne veuille pas m'avouer la vérité, j'ai décidé de prendre mes parents la main dans le sac. Quand j'ai entendu du bruit dans le salon alors que tout le monde était censé dormir, je me suis levée en souriant à l'idée de les voir stocker tous les cadeaux en dessous de mon sapin. Et surtout, d'imaginer la tête qu'ils feraient en me voyant apparaître. Mais alors que je rentrais dans le salon, ce que j'ai vu devant moi n'était pas mes parents. Non, c'était un homme que je ne connaissais pas. Il était habillé en rouge et blanc. Il était légèrement en surpoids et portait une fausse barbe blanche très peu garnie. Ses cheveux, ou plutôt ce qui en restait, étaient gris et tombaient presque sans vie du classique chapeau rouge à pompons blancs. Mais ce qui m'a le plus intriguée, c'est que ses yeux étaient tellement écarquillés qu'on aurait dit qu'il avait peur. Vu que j'étais une adolescente très perspicace, je suis arrivée à deux conclusions. Soit c'était un cambrioleur venu voler tous les cadeaux de ma maison, soit c'était le vrai Père Noël. J'ai ouvert la bouche pour crier. Mais au même moment, l'homme m'a vu et s'est empressé de courir vers moi et de mettre sa main devant ma bouche. « Chut !» a-t-il dit en mettant un doigt devant sa bouche, un sourire se voulant chaleureux aux lèvres. Quelque chose me semblait étrange, et des larmes ont commencé à me couler sur le visage. J'étais terrifiée par l'homme. « Il ne faut pas que tu aies peur, ma petite. Tu sais qui je suis, non ?» J'ai acquiescé de la tête sans me débattre. L'homme tremblait peut-être autant que moi. Mais en voyant que je n'essayais pas de m'enfuir, il a pointé son autre main sur un sac vide posé sur le sol, avant de pointer du doigt le sapin. « Regarde, tu vois ? Je viens rapporter des cadeaux. Maintenant, retourne te coucher, ou je vais devoir te mettre sur la liste des méchants. » En disant ça, il avait pris une voix grave et profonde, qui se voulait autoritaire. Mais je n'étais pas dupe. Malgré tout, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à reculer pour tourner dans ma chambre, sans tourner le dos à l'homme. Je voulais juste mettre le maximum de distance entre lui et moi. L'homme a détourné son attention de moi, persuadé que j'allais docilement remonter dans ma chambre. Alors qu'il s'approchait de la cheminée, je me suis arrêtée pour l'observer. Je voulais voir comment il allait faire pour sortir de la maison. Mais soudainement, alors qu'il n'était plus qu'à quelques centimètres de la cheminée, des énormes flammes vertes sont apparues au-dessus des bûches. Surpris, l'homme est tombé sur les fesses. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'imagine qu'il était aussi déformé par la peur que le mien. Une énorme main osseuse est alors sortie du feu, et un bras tout aussi maigre mais poilu a suivi, puis un autre bras, et enfin, une tête énorme surmontée de 2 longues cornes. La petite partie de la créature que je voyais était pourtant tellement grande qu'elle passait à peine à travers l'ouverture de la cheminée. L'intégralité des parties visibles du corps de la créature était enveloppée par des flammes, et pourtant, elle ne semblait pas y faire attention. Un bruit de craquement assourdissant s'est fait entendre alors que la chose a fait claquer une de ses mains contre le sol. « Eddie » a lancé la monstruosité. En parlant à ce qui je me doutais, était l'homme qui était assis sur le sol. « Non, non !» s'est mis à crier Eddie. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez, 10 000 maisons, comme vous l'aviez demandé, pas vrai? 10 000. J'ai fait ce que je devais faire. » Oui, mais un enfant humain t'a vu. Et tu connais les règles, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai compris la leçon, je suis désolé. J'ai fait une erreur, laissez-moi partir. Je vous en supplie. J'ai livré tous les... Te laisser partir? Est-ce que tu as laissé partir cette femme, Eddie? Je ne crois pas, non. C'était ta deuxième chance, et tu l'as gâchée.
Qu'est-ce que vous allez me faire? A murmuré Eddie. De là où j'étais, j'arrivais à voir sa silhouette tremblante, recouverte par l'ombre imposante de l'abomination de la cheminée. J'ai alors vu la main de la chose se soulever et venir s'écraser sur Eddie dans un bruit à la fois craquant et mouillé, avant de refaire la même chose plusieurs fois. Je sursautais à chaque nouveau coup, et après que le bruit ne soit arrêté, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un long soupir tremblant. Je ne voulais pas croire que ce que j'avais devant moi était ce en quoi tous les enfants croyaient. Mais alors que la créature s'avançait pour attraper et lécher la bouillie qui était devenue Eddie, j'ai aperçu son costume rouge et blanc. Et en le voyant, au fond de moi, il n'y avait plus aucun doute sur l'identité de l'horrible créature. J'ai recouvert mes yeux de mes mains en essayant de me convaincre que tout cela n'était pas vrai. C'était impossible. Ça ne pouvait pas être la réalité. Après une bonne minute, j'ai écarté les doigts pour voir si la bête était toujours là. Et j'ai failli tomber dans les pommes en voyant qu'elle me fixait. Mais ce n'était pas le pire, car maintenant, j'arrivais à voir que ses orbites étaient dépourvues d'yeux. La bête a alors ouvert la bouche, et en continuant à me regarder de ses yeux vides, la chose m'a dit « Maintenant, retourne dans ton lit, ma petite. Ou sinon, je te mets sur la liste des méchants, toi aussi. » En entendant ces mots, j'ai enfin trouvé la force de courir, et j'ai foncé jusqu'à la porte de mes parents. J'ai ouvert la porte, puis je me suis jetée entre eux avant de mettre la couette sur ma tête. Lorsqu'on s'est réveillé le lendemain matin, il n'y avait aucune trace des événements qui avaient eu lieu la nuit d'avant. Cependant, il y avait un petit mot à côté des cookies et du verre de lait que j'avais placé sur la table basse. Il disait « Joyeux Noël, le Père Noël ». Après ça, j'ai essayé de profiter de la journée de Noël, mais je n'y arrivais pas. J'étais trop occupée à regarder la cheminée toutes les 5 minutes pour m'assurer que le monstre n'allait pas revenir. Et en même temps, j'essayais de me convaincre que tout ça ne s'était pas passé, même si au fond de moi, je savais que je me voilais seulement la face. Depuis, je déteste les fêtes de Noël. D'ailleurs, j'ai même décidé de ne pas avoir d'enfants, pour être sûre qu'ils n'auront jamais à faire face à la monstruosité à laquelle j'ai fait face cette nuit-là. Et moi, je ne fais rien qui pourrait me faire risquer d'être dans la même situation qu'Eddie. Car apparemment, il ne s'attaque pas uniquement aux enfants passage, mais aux adultes aussi. Alors je préfère prévenir que guérir. Et si vous voulez un conseil, vous feriez mieux de faire attention aussi, avant que le Père Noël ne vous mette sur la liste des méchants. Pour la plupart des enfants, Noël est une fête qui est synonyme d'amusement. Alors que pour Evan, cette fête est synonyme de peur. Evan se souvenait parfaitement de son 7e Noël. À ce moment-là, c'était une nuit qui, comme tous les autres enfants, il avait hâte de passer. Il savait que le matin suivant, il allait pouvoir se réveiller tôt et ouvrir tous ses cadeaux pour découvrir les magnifiques surprises que le Père Noël lui avait laissées. Evan était tellement excité cette nuit-là qu'il n'avait pas réussi à dormir et il aurait juré avoir entendu les pas du Père Noël sur le toit de sa maison. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que rien n'allait se passer comme il le souhaitait et que sa joie allait rapidement se transformer en horreur. Sa mère avait insisté sur le fait que le Père Noël ne viendrait pas si Evan n'allait pas se coucher tôt. Et elle venait tout juste de l'envoyer au lit lorsqu'il a entendu un énorme bruit au niveau du plafond, juste au-dessus de la cheminée. Evan s'est levé avec excitation et a descendu les escaliers en courant avant de s'approcher de la cheminée. Il se demandait si pour une fois, le Père Noël n'avait pas décidé de se laisser voir. Quand Evan est arrivé dans le salon, de la cendre tombait progressivement de la cheminée, ce qui avait empli le salon d'une odeur de charbon brûlé. Puis les secondes passaient, et puis Evan avait du mal à cacher son bonheur. Qui, à part le Père Noël lui-même, était susceptible de passer par cet endroit? Au même moment où il pensait ça, une voix profonde s'est élevée de l'intérieur de la cheminée, et le fameux « ho 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 » du Père Noël s'est fait entendre. Il y a eu un court instant de silence, pendant lequel Evan a remarqué que sa mère se tenait derrière lui. Elle regardait un sourire aux lèvres. Et puis, un autre bruit beaucoup plus fort cette fois-ci s'est fait entendre. On aurait dit une espèce d'explosion. Un énorme nuage de cendres s'est alors envolé dans les airs, alors que la cheminée tremblait violemment, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Puis, au milieu de toute la suie, et après avoir entendu un autre bruit sourd, Evan a vu quelque chose de rouge tomber sur le sol. Le Père Noël avait enfin réussi à descendre. La réaction d'Evan ne s'est pas fait attendre, et il a couru vers lui. Mais sa mère a été beaucoup plus rapide que lui. Pour Evan, c'était étonnant de voir que sa mère avait l'air encore plus enthousiaste que lui.
Le nuage de suie s'est alors dissipé et Evan a enfin pu voir clairement l'homme qu'il avait attendu depuis si longtemps. Étonnamment pour Evan, l'homme n'avait pas un ventre aussi rond que celui décrit dans les légendes. Mais ce n'est pas ce qui a le plus intrigué le petit garçon. Il a poussé un petit cri de surprise en voyant que la barbe du Père Noël s'était apparemment déplacée pendant sa chute. Mais sur celle-ci, il n'y avait pas de sang. Non, le sang qu'il y avait provenait de la tête de l'homme et coulait abondamment. En regardant mieux, Evan a remarqué une grande ouverture sur le sommet du crâne de son idole. Evan a froncé les sourcils. Le Père Noël ne pouvait pas mourir. Il était trop gentil pour ça. Non, c'était impossible. Pas maintenant. Alors, est-ce que tout ça était une blague? Evan s'est reconcentré sur la barbe du Père Noël qui avait apparemment changé de place. Et il a conclu qu'elle était fausse. Et que donc, si la barbe du Père Noël était fausse, alors ce qu'il avait devant lui était un faux Père Noël. Encore plus intrigué, Evan s'est concentré sur le visage de la personne qu'il avait devant lui. Il essayait de deviner de qui il s'agissait. Et c'est là qu'il a réalisé que sa mère n'avait pas couru par enthousiasme. Et que les larmes qu'elle versait n'étaient pas des larmes de joie. Elle pleurait de façon incontrôlable, ses larmes coulant sur le visage de l'imposteur. Evan est resté immobile, choqué, et n'a pu prononcer qu'un mot. Papa? À ce moment-là, Evan s'est réveillé avec des sueurs froides. Il s'est directement mis assis sur son lit. Il a regardé son horloge qui indiquait 2h19 du matin. Et là, il a repensé à la date. Le 20 décembre, plus que 5 jours avant Noël. Avant, Evan aurait été content de voir que son jour préféré était presque arrivé. Mais maintenant, il aurait aimé que Noël disparaisse à tout jamais. Il faisait toujours le même cauchemar, et il était particulièrement bien détaillé. Il se déroulait exactement comme cette nuit horrible qu'il avait vécue. Ces cauchemars étaient si vivides qu'ils empêchaient Evan d'oublier le pire moment de sa vie. Ils apparaissaient toujours plusieurs semaines avant Noël. Il n'y avait pas plus grande peine pour Evan que de repenser à cette nuit fatidique, où son père a glissé et est tombé la tête la première dans la cheminée, s'ouvrant le crâne dans sa descente. Et en plus, il lui arrivait aussi de rêver de griffes pointues, qui ressemblaient plus à des os qu'autre chose, et qui semblaient aussi aiguisées qu'un couteau à viande. La plupart des enfants finissaient par ne plus croire au Père Noël, et accepter le fait que c'était simplement une légende racontée pour rendre les enfants heureux. Mais Evan, lui, il n'y arrivait pas. Car il avait été forcé d'arrêter d'y croire à cause de l'accident tragique de son père. Alors que celui-ci avait simplement voulu le surprendre. Mais finalement, il l'avait traumatisé à vie. Ce à quoi Evan ne croyait plus, c'était à la description gentille que l'on faisait de l'homme joufflu. Car depuis ce qui s'était passé, c'était une version bien plus terrifiante qui hantait Evan. Il était convaincu que le Père Noël était une sorte de démon qui prenait forme humaine. Une espèce d'entité surnaturelle et terrifiante. Cette entité avait été dans la vie d'Evan depuis la mort de son père. Et même si elle était absente pendant une bonne partie de l'année, elle faisait toujours son retour aux alentours de novembre. Et au fur et à mesure que Noël approchait, la chose devenait plus présente. Il y avait les cauchemars, les visions et les crises d'épilepsie que subissait Evan quand cette chose l'attaquait. Mais le fait qu'il se faisait harceler à l'école à cause de ces mêmes crises n'arrangeait rien. Pendant cette période de l'année, le Père Noël prenait le contrôle de sa vie. Après un long moment, Evan a été forcé d'accepter le fait que le Père Noël serait toujours présent dans sa vie. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais revivre un Noël heureux. En repensant à tout ça, Evan a reposé sa tête sur son oreiller. Il était en vacances scolaires, et chaque journée qui le séparait de Noël semblait passer au ralenti. Ce dont Evan avait hâte, c'était de ne plus avoir affaire à ce monstre. Il savait qu'une fois Noël passé, l'entité se mettait à disparaître progressivement. Et ce, jusqu'à l'année suivante. Pendant ces mois, il pouvait ranger cela dans un petit coin de sa tête. Evan finit par se rendormir, et lorsqu'il se réveilla, il ouvrit son ordinateur portable et essaya de faire tout ce qui était possible pour penser à autre chose que Noël. Environ 2 heures se sont écoulées avant qu'il n'aille prendre son petit déjeuner avec sa mère, qui à cause de l'accident, s'était complètement renfermée sur elle-même et était désormais atteinte d'une forte dépression. Mais malgré tout, elle faisait de son mieux pour faire semblant d'être heureuse, et elle aimait Evan de tout son cœur. Parfois, il se demandait si le Père Noël lui apparaissait à elle aussi. Lui et sa mère s'entraidaient beaucoup, mais pourtant, Evan avait arrêté de parler de ses visions pour ne pas attrister davantage sa mère. Après tout, il avait dû devenir soudainement l'homme de la maison. La seule chose qu'Evan ne pouvait pas cacher à sa mère, c'était ses crises d'épilepsie. Il ne pouvait pas non plus cacher que pendant, il était absorbé dans des espèces d'hallucinations. Assis dans la cuisine devant son bol de céréales, Evan arrivait à voir la cheminée du coin de l'œil.
et il avait l'impression de voir quelque chose de rouge à l'intérieur. Mais bien sûr, il avait toujours cette impression-là. Cependant, lorsqu'il tournait la tête, il n'y avait rien. Il ne savait pas si c'était de la paranoïa ou si le Père Noël se moquait de lui. Dans tous les cas, il savait qu'il allait le voir à nouveau, comme depuis les 5 dernières années. Ce serait la veille de Noël, à 20h13 précise, l'heure à laquelle son père était tombé dans la cheminée. Et c'est en se rendant compte de ça qu'Evan a décidé qu'il devait réagir, et que s'il ne faisait rien, l'horrible créature viendrait le hanter encore et encore, jusqu'à la fin de ses jours. Il savait que de toutes les façons, il aurait le champ libre pour agir, car sa mère partait toujours se coucher très tôt la veille de Noël, et parfois même, elle passait toute la journée dans son lit. C'était décidé. Cette année, il ne se contenterait pas d'être tourmenté par le Père Noël. Non, il allait le tuer, et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Le 24 décembre au matin, Evan s'est enfermé dans sa chambre. Il a essayé de faire passer l'heure le plus rapidement possible en jouant aux jeux vidéo. Mais dans sa tête, il n'y avait qu'une chose, le plan qu'il avait élaboré pour se débarrasser du Père Noël. Il savait qu'il y avait l'ancien fusil de son père caché dans l'armoire de sa mère. Pour lui, c'était la seule chose qui avait la moindre chance de tuer le démon qu'il détestait tant. De toutes les façons, il n'avait pas d'autre idée pour arriver à ses fins. Contrairement à ce qu'il croyait, Evan a pu prendre l'arme très facilement lorsque sa mère était sortie faire quelques courses. Mais une fois les mains dessus, Evan a été pris d'une violente crise d'épilepsie. Alors que son corps était secoué de violents spasmes et qu'il avait l'impression que de l'électricité lui parcourait le corps, Evan a eu une vision. Il a vu son père, qui maintenant ressemblait à un squelette couvert de suie, lorgnant dans sa direction, de ses orbites vides. Ensuite, un arbre de Noël décoré de membres ensanglantés et d'organes a fait son apparition, pour ensuite être remplacé par une main dotée de longues griffes. Alors qu'il revenait doucement à lui, Evan entendit la voiture de sa mère se garer dans l'allée. Il attrapa le fusil qui était tombé à côté de lui, et il venait d'atteindre sa chambre lorsque sa mère ouvrit la porte d'entrée. Durant le reste de la journée, Evan a eu toutes sortes d'hallucinations et de crises. Mais ce qui lui donnait du courage, c'était son plan. Quelques heures avant le moment fatidique, le Père Noël a parlé à Evan dans sa tête. Il essayait de le dissuader de mener à bien ce qu'il avait préparé. Mais Evan était bien trop près pour ça. Plus l'heure s'approchait, et puis les tortures qu'Evan subissait s'intensifiaient. Il entendait des voix de plus en plus fortes dans son oreille, avait l'impression que des ongles lui griffaient le bras, et il sentait une présence oppressante. Vers 19h, la mère d'Evan est partie se coucher, comme elle avait l'habitude de le faire ces soirs-là. Il ne restait plus qu'1h13 avant que l'entité ne fasse son apparition. Et machinalement, Evan avait avancé jusqu'à la cheminée, mais cette fois-ci, il avait l'arme bien serrée dans sa main. En arrivant dans le salon, il s'est mis à regarder sa montre nerveusement. Il était terrifié. La montre a fini par indiquer 20h13, sans que rien ne se passe. Du moins, jusqu'à ce que 20 secondes plus tard, la silhouette du Père Noël n'apparaisse dans la cheminée. Même s'il faisait noir, Evan arrivait clairement à voir ses griffes. Et il savait que rapidement, cette silhouette serait illuminée par une lueur surnaturelle, qui, elle, dévoilerait l'horrible visage de la créature. Il se disait que tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de le tenir en joue, puis de tirer. Mais lorsque la lumière est apparue et a révélé le visage pâle, les yeux blancs et saignants, et les dents pointues et dégoulinantes de sang du Père Noël, Evan a été paralysé par la peur. Le Père Noël en a profité pour lever sa main griffue au-dessus d'Evan, tout en souriant. Mais en voyant que le Père Noël allait le déchiqueter sans hésitation, les muscles des doigts d'Evan se sont contractés sur la gâchette, et un horrible boom suivi d'un flash de lumière s'est fait entendre. Et puis, tout est devenu noir. Quand il a réouvert les yeux, sa mère était au-dessus de lui et le secouait frénétiquement. Et au même moment, il s'est rappelé qu'il avait tué le Père Noël. Sa mère lui disait qu'elle avait entendu un gros boom et qu'elle était venue voir ce qui se passait. Et qu'en voyant l'arme qu'il avait dans les mains, elle avait pensé qu'il avait essayé de se tirer une balle. Mais en examinant son corps, elle avait vu qu'il n'y avait aucune blessure et qu'il respirait. Evan était heureux, mais trop exténué pour murmurer autre chose que... Je l'ai fait. Sa mère l'a regardé inquiète et elle a dit... Tu ne vas pas bien, Evan. Je vais devoir t'emmener chez le docteur rapidement. Je m'inquiète pour toi. J'ai tué le Père Noël. A balbutié Evan, sans se soucier de l'inquiétude de sa mère. Il était juste rassuré de savoir que le Père Noël ne serait plus dans sa vie. Je ne suis pas fâchée contre toi. Je m'inquiète, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec la cheminée? C'est toi qui as fait ça? On dirait une scène de film d'horreur. Evan a froncé les sourcils. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait à la cheminée.
Sa mère la regardait avec un mélange d'inquiétude et de pitié, en pointant la cheminée du doigt. Alors comment tu expliques ça? Et en tournant la tête vers l'endroit qu'elle montrait, Evan a remarqué que quelque chose avait été écrit sur le mur en briques, juste au-dessus de la cheminée. Et en se rapprochant de celle-ci, il a vu que ce qui avait été écrit sur le mur n'avait pas été tracé grâce à de la peinture, mais à du sang. Et le message disait « Je reviendrai te chercher ». Je n'arrive pas à dormir paisiblement dans les hôtels. À vrai dire, je n'arrive vraiment pas à dormir paisiblement où que ce soit. Mais c'est bien pire dans les hôtels. Juste le fait de savoir que plein de gens avant moi ont été dans le même lit, même si les draps ont été changés, ça me répugne. Mais ce n'est pas simplement dû à ça. Non, tout cela est dû à une expérience que j'ai eue il y a plusieurs années de cela, et qui me hante encore aujourd'hui. Je vais essayer de vous raconter le plus clairement possible tout ce dont je me souviens. Le soir où ça s'est passé, ma famille et moi on venait tout juste d'arriver dans un motel miteux, dans lequel on devait séjourner la veille de Noël avant de rejoindre notre famille le lendemain pour célébrer le reste des périodes de fête avec eux. Quand je vous dis que le motel était miteux, ce n'est pas une exagération. Par exemple, le buffet qui nous avait été proposé à notre arrivée à l'heure du déjeuner était composé de dindes sèches, de galettes de pommes de terre molles et de pain à peine frais. La chambre dans laquelle on était n'avait rien de spécial non plus. Elle était composée d'une salle de bain, d'un micro-ondes poussiéreux et de 2 lits. Un pour mon père et moi, et un autre pour ma mère et mon frère. On avait décidé de faire comme ça, vu que mon frère et moi on ne se supportait pas et qu'on détestait dormir dans le même lit. Autant dire que l'ambiance n'était pas vraiment joyeuse. Mon frère et moi, on avait passé tout le trajet à se disputer, ce qui avait fortement énervé ma mère et mon père, qui nous avaient crié dessus et nous adressaient à peine la parole. J'avais réussi à m'évader de cette ambiance pesante en mettant mes boules caisses et en m'endormant profondément très tôt dans la soirée. En me réveillant, j'ai constaté qu'on était encore au beau milieu de la nuit. Je ne savais pas exactement quelle heure il était, mais je savais qu'il ne pouvait pas être plus de 5 heures du matin, vu que c'était l'heure à laquelle mon père se réveillait chaque jour, et que pour le moment, il était en train de ronfler juste à côté de moi. En sortant lentement du brouillard dans lequel j'étais, j'ai réalisé que c'était le jour de Noël, ma fête préférée. Je m'apprêtais à me pencher pour regarder l'heure et voir combien de temps est-ce qu'il me restait avant que le reste de ma famille se réveille, lorsque du coin de l'œil j'ai aperçu une silhouette. Une silhouette que je ne connaissais pas. La silhouette d'un homme d'environ 1m85. Il était penché au-dessus de ma mère, sa bouche tout près de son oreille, comme s'il s'apprêtait à lui murmurer quelque chose. Il portait un costume rouge et blanc que bien sûr n'importe qui aurait reconnu sans problème. Paniqué devant ce que je voyais, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'il remarque que j'étais réveillée. Alors, j'ai fermé les yeux à moitié pour faire semblant de dormir. Des dizaines de pensées me traversaient l'esprit. Quelqu'un était dans ma chambre et je ne pouvais rien faire. Après tout, je n'étais qu'une frêle adolescente de 12 ans et cet homme me paraissait gigantesque. En continuant à regarder, j'ai vu quelque chose de terrifiant. L'homme habillé comme le Père Noël a soudainement ouvert la bouche, révélant des dents cassées et marron avant de sortir une langue pointue et visqueuse. Elle est venue s'enfoncer dans l'oreille de ma mère, qui ne semblait pas sentir la moindre chose. Même si les lumières n'étaient pas allumées, les rayons de lune me permettaient de voir ce qui se passait. La langue bougeait bizarrement comme si elle aspirait quelque chose. Le bruit de succion était dégoûtant, et je n'avais qu'une envie, c'était de me boucher les oreilles. Mais je ne pouvais pas. Je me suis demandé si j'allais réussir à réveiller mon père pour qu'il vienne en aide à ma mère. Mais je savais que ça ne fonctionnerait pas. Il avait toujours dormi très profondément. On aurait même pu lui jeter un seau d'eau froide sur la tête qu'il ne se serait pas réveillé. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, car je n'avais jamais éprouvé un tel sentiment d'impuissance. Je me suis retenue de crier et j'ai fermé les yeux pour ne pas voir la suite. J'ai continué à entendre le bruit de succion pendant encore quelques secondes, et puis tout s'est arrêté. Le silence qu'il y avait dans la pièce était presque assourdissant. J'allais ouvrir les yeux pour voir ce que cet homme horrible faisait, lorsque j'ai senti sa respiration dégoûtante près de mon visage. L'odeur qui se dégageait de sa bouche me faisait penser à de la viande pourrie. On aurait dit qu'il ne s'était pas brossé les dents depuis des années. J'ai entrouvert les yeux le plus lentement et petit possible. Et j'ai vu l'atrocité de cette personne de près. Il ressemblait à une version démoniaque du Père Noël joufflu et sympathique que l'on connaissait tous. Lui, il était maigre, sale, et les vêtements qu'il portait sur le dos étaient tachés et délabrés. Et son regard, il semblait dénué de compassion et d'empathie. J'ai fait de mon mieux pour contrôler mes nerfs, et après m'avoir regardé pendant plusieurs minutes, l'homme s'est redressé, a tourné les talons, puis il est sorti de la pièce. J'ai soupiré de soulagement. Et ensuite, je suis sortie de mon lit à toute vitesse. Rien dans la chambre n'avait été dérangé.
Et ma famille, même ma mère, dormait toujours paisiblement. Je ne comprenais rien. J'étais sûre de ne pas avoir rêvé. C'était impossible. Je me sentais bien trop éveillée pour ça. Il fallait que j'en aie le cœur net. Il fallait que je sois fixée et que je découvre qui était réellement cette personne. En sortant de la chambre, je me suis retournée pour en mémoriser le numéro. Et c'est là que j'ai vu une énorme croix peinte en noir sur la porte. Si je n'avais pas vécu l'expérience que je venais de vivre, je me serais dit que c'était sûrement des enfants stupides qui avaient tracé la croix. Mais j'étais persuadée que c'était autre chose. Même si à ce moment-là, je ne savais pas quoi exactement. Je me suis figée pendant quelques secondes, car il était là, juste un peu plus loin devant moi. Il tournait au coin du couloir. J'ai continué à le suivre discrètement à travers le hall de la réception, puis il a tourné à nouveau et je l'ai perdu de vue. Une seconde plus tôt, il était là, et la seconde d'après, il avait complètement disparu. Je suis sortie sur le parking pour voir si je l'apercevais, mais après quelques minutes seulement, j'ai commencé à avoir froid, car sur le dos, je n'avais que mon pyjama qui était très fin. Je suis retournée à la réception, et ce n'est que là que j'ai été intriguée de voir qu'il n'y avait personne, même pas le veilleur de nuit. Vu que mon pic d'adrénaline était redescendu, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide, et à quel point mes actes étaient dangereux. Vu qu'il n'y avait personne, il aurait pu m'entraîner je ne sais où et me tuer. J'ai continué à penser à ma bêtise en avançant vers la porte de notre chambre. Et bizarrement, la croix noire qui se trouvait dessus n'était plus là. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai vérifié encore une fois que ma mère allait bien sans la réveiller, et après avoir fouillé un peu partout, j'ai vu qu'il n'y avait plus de danger. J'ai fermé la porte et je suis repartie me coucher. Bien sûr, je n'ai pas réussi à me rendormir. J'ai juste fait semblant en attendant que mon père ne se réveille à son tour. 1 heure plus tard, mon père s'est réveillé et s'est dirigé vers le lit de ma mère pour la réveiller. Mais après l'avoir secouée plusieurs fois, elle ne bougeait toujours pas. J'ai immédiatement ouvert les yeux et j'ai couru vers ma mère et mon père. Tout le bruit qu'on faisait a également réveillé mon frère. On a passé plusieurs minutes à essayer de la faire réagir, mais il n'y avait rien à faire. Elle respirait et elle avait les yeux grands ouverts, mais c'était comme si elle était incapable de faire quoi que ce soit d'autre. On a appelé les secours, mais aussi la police, et je leur ai tout raconté. Malheureusement, même après enquête, les policiers n'ont rien trouvé pour prouver ce que j'avais dit. Même les caméras de surveillance n'avaient pas réussi à capturer l'homme, et tout ce qu'elles montraient, c'était simplement moi en train de marcher seule dans le motel. Et bien sûr, personne ne m'a cru, et ils ont tout mis sur le dos du traumatisme. Cela fait plusieurs années que tout cela s'est déroulé, et ma mère ne s'est toujours pas remise de la rencontre avec l'homme que j'ai été la seule à voir. Même si c'était dur, ma famille et moi on a réussi à retrouver un rythme de vie aussi normal que possible. Mais quelque chose est venu chambouler tout ça. Hier soir, j'ai fait un horrible cauchemar dans lequel je revivais tout ce qui s'était passé ce soir-là. Tout était parfaitement identique. Tout, sauf le moment où l'homme s'est penché vers moi. Dans mon rêve, au lieu d'attendre plusieurs minutes à juste respirer près de mon visage, il a ouvert la bouche et a dit « Ce soir, ce sera ton tour. » Je me suis réveillée avec des sueurs froides, et j'aurais pu penser qu'il s'agissait d'un simple rêve, mais en regardant vers la fenêtre, j'ai vu qu'elle était ouverte. Et en allant la fermer, j'ai découvert avec horreur que sur le bois, il y avait une petite croix dessinée en noir. J'ai directement été chercher mon père pour la lui montrer, mais quand on est revenu, elle n'était plus là. Je voyais bien dans ses yeux qu'il n'avait plus envie d'entendre parler de tout ça. Je dois avouer que je ne sais pas réellement quoi faire à part attendre l'inévitable, et espérer que ce soir, je ne subirai pas le même sort que ma mère. En attendant, si vous vous réveillez au beau milieu de la nuit et que vous voyez quelqu'un habillé comme le Père Noël dans votre chambre, ne faites pas comme moi. Criez et fuyez le plus rapidement possible. Qui n'aime pas la période de Noël? Ce moment où on peut se blottir dans une couette épaisse, une tasse de chocolat chaud à la main, avant de lancer un film de Noël cliché et de le regarder alors que de la neige tombe à l'extérieur. Eh bien, moi. Pourtant, il y a quelques mois de ça, je vous aurais répondu que Noël était ma période préférée de l'année. Moi qui ne supportais pas l'été car j'avais l'impression de dépérir à cause de la chaleur, je me sentais revivre quand le vent glacé de l'hiver venait caresser mes joues. Et je me faisais un plaisir d'aller faire les magasins pour décorer ma maison de la manière la plus festive possible afin de recevoir toute ma famille et de pouvoir passer un moment chaleureux rempli d'amour et de cadeaux avec eux. Mais malheureusement pour moi, c'est une sensation que je ne pourrai plus jamais ressentir. Vous voyez, l'année dernière, disons que mes finances n'étaient pas vraiment au meilleur de leur forme. J'avais passé une année difficile après avoir perdu mon travail en début d'année. J'avais bien essayé d'en trouver un autre, mais dans la région où j'étais, les postes se faisaient rares.
Mais je ne me voyais pas déménager et bouleverser toute ma vie juste pour trouver un travail dans une nouvelle région. Du moins, pas avant avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour en trouver un autre dans les alentours. Alors bien sûr, quand le matin du 25 novembre 2019, j'ai ouvert le journal pour regarder s'il y avait de nouvelles annonces auxquelles je pouvais postuler, et que j'ai vu une annonce qui avait comme titre « Le Père Noël a besoin de vous », j'ai immédiatement commencé à la lire. L'annonce n'était pas longue et tenait en quelques lignes. Elle disait « Vous adorez Noël ? Vous rêvez de participer à créer sa magie ? Vous êtes disponible pendant les 2 semaines qui précèdent Noël et vous adoreriez gagner 50 € de l'heure ? Alors ne cherchez pas plus loin et envoyez-nous une lettre qui réussira à nous faire ressentir tout ce que Noël représente pour vous avant le 1er décembre 2019 à l'adresse ci-dessous. Division de recrutement des elfes, atelier du Père Noël, pôle Nord. » Je ne savais pas qui avait écrit cette annonce, mais au moins cette personne avait eu le mérite de me faire rire et me donner envie de postuler sur le champ. La description me correspondait parfaitement. Et en plus, j'allais pouvoir gagner 50 € de l'heure pour faire des tâches que j'effectue sûrement déjà gratuitement et de bon cœur. Autant dire que j'ai répondu directement. J'ai écrit une lettre d'une taille démesurée, en racontant tout plein de petites anecdotes que j'avais vécues pendant mon enfance les matins de Noël, et à quel point j'avais été déçue lorsque ma meilleure amie m'avait expliqué que le Père Noël n'existait pas. Et comment au fond de moi, j'avais toujours eu espoir que la légende soit vraie. Si seulement j'avais su. Après avoir fini de plier la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe simple. Mais au moment où j'allais écrire l'adresse, je me suis demandé comment est-ce qu'elle allait réellement parvenir à cette entreprise. Même si l'adresse m'avait fait sourire, ce n'était clairement pas une adresse réglementaire. J'ai réfléchi pendant un petit moment, et je me suis souvenu que pendant la période de Noël, la poste récupérait toutes les lettres adressées au Père Noël et les envoyait à un organisme qui répondait en se faisant passer pour le vieil homme joufflu. Tout ça, pour ne pas décevoir les enfants qui y croyaient encore. Je me suis dit que cette entreprise avait sûrement demandé un service similaire à la poste. Et sans plus réfléchir, j'ai écrit l'adresse absurde sur le devant de la lettre et mon nom et mon adresse à l'arrière, juste au cas où. Je suis ensuite allée la mettre à la boîte aux lettres au bout de ma rue, en espérant être sélectionnée, mais sans réellement y croire. Pour être honnête, je n'y croyais tellement pas que pendant les jours suivants, le fait d'avoir postulé m'était complètement sorti de la tête. Alors lorsque j'ai ouvert ma boîte aux lettres le 5 septembre en fin d'après-midi, et qu'à l'intérieur j'y ai trouvé une lettre rouge rayée de blanc sur laquelle mon nom et mon adresse étaient écrits en doré, j'ai été très surprise. Et ce n'est que quand j'ai retourné pour voir de qui elle provenait, que tout m'est revenu. Au dos, la même adresse étrange à laquelle j'avais envoyé ma lettre de recrutement était écrite en tout petit. J'ai souri en pensant que la personne qui gérait cette entreprise devait être fascinée par Noël pour faire autant d'efforts. En arrivant dans mon salon, je me suis installée bien confortablement pour ouvrir la lettre et découvrir si j'avais été prise. À vrai dire, je me doutais que c'était le cas, car l'enveloppe était vraiment épaisse. Après l'avoir ouverte délicatement, j'en ai sorti 3 feuilles de papier qui ressemblaient également à du parchemin. Dessus, tout était écrit à l'encre verte. Ça disait « Chère mademoiselle Erika Johnson, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionnée pour venir travailler dans l'atelier du Père Noël en qualité d'elfe assistante. Vous serez attendue à votre poste dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019, à précisément 3h45 du matin. Un de nos elfes délégués viendra vous chercher directement chez vous et vous conduira à l'atelier. Vous trouverez ci-joint votre contrat de travail et la liste des règles auxquelles vous devez vous soumettre pour faire partie des rangs du Père Noël. Cordialement, la division du recrutement des elfes. » En finissant de lire la première page, j'ai perdu le sourire que j'avais aux lèvres et j'ai froncé les sourcils. Bien sûr, je trouvais leur attention aux détails vraiment charmante, mais cela n'avait aucune logique. Quelle entreprise demanderait à une nouvelle employée de se tenir prête à partir travailler dans un endroit inconnu au beau milieu de la nuit? Je commençais à me dire que tout cela était une énorme farce, et que peu importe qui avait posté cette annonce, cette personne avait dû rire de bon cœur en voyant que quelqu'un avait été assez stupide pour y répondre. Quelque peu agacée, j'ai tout de même continué à lire pour voir jusqu'où allait aller cette mascarade. Sur la 2e et la 3e page, il y avait une série de règles toutes plus absurdes les unes que les autres. Comme par exemple, la règle numéro 3. Vous acceptez de rester dans l'atelier du Père Noël pendant l'intégralité des 2 semaines de travail, sans pouvoir communiquer, et ce sous aucun prétexte avec l'extérieur. Cette règle était déjà étrange, mais ce n'était rien comparé à la règle numéro 6. Pendant les heures de travail, et même après, vous vous engagez à ne pas parler aux autres elfes assistants et à ne répondre qu'aux elfes de rang supérieur. Je m'apprêtais à protester à voix haute comme si quelqu'un pouvait m'entendre, lorsque mes yeux se sont posés sur la 10e et dernière règle. Vous vous engagez à vous soumettre à la procédure d'effacement de mémoire à la fin de votre contrat. Bouche bée, j'ai été jusqu'à la dernière phrase du contrat qui stipulait qu'en signant en bas de la lettre,
J'acceptais le poste mais aussi les règles que je venais de lire. Et tout en bas de la page, il y avait une signature juste au-dessus des mots Monsieur Noël. Mais bien sûr. Et puis quoi encore? Ai-je pensé? Si j'avais besoin d'une preuve supplémentaire pour me dire que tout cela n'était qu'une vaste farce bien élaborée, eh bien j'étais servie. Mais ça ne me faisait plus rire. Si j'avais pris mon temps de faire toutes ces démarches, c'est que j'avais vraiment besoin de cet argent. Alors, j'ai réfléchi. Et vu que je m'y connaissais un peu en droit, je savais que vu que ce contrat avait déjà été signé, si je le signais à mon tour et que je le renvoyais, j'allais peut-être pouvoir demander des dommages et intérêts pour cause de contrats non respectés. J'ai alors signé en bas de la page, j'ai pris le contrat en photo, je l'ai mis dans une enveloppe et j'ai posé le tout dans l'entrée en disant que j'irais poster la lettre en recommandé en me réveillant le matin suivant. Ce soir-là, j'ai passé une nuit perturbée par des cauchemars et les va-et-vient constants de mon chat Mina n'ont rien arrangé. J'ai entendu sa chatière s'ouvrir et se refermer plusieurs fois dans un fracas pas possible, alors que d'habitude, elle sortait vers 21h et ne rentrait pas avant au moins l'heure du déjeuner. Malgré tout, j'ai fini par me rendormir. En me réveillant le matin, je suis descendue prendre mon petit déjeuner et après une longue douche, je me suis préparée à partir poster le courrier. Mais une fois arrivée dans l'entrée, j'ai constaté que la lampe à côté de laquelle j'avais placé la lettre le soir d'avant se trouvait sur le sol. L'enveloppe, quant à elle, n'était nulle part. J'ai directement ronchonné, car je savais qui était coupable. C'était Mina. Elle avait le don de faire tout tomber sur son passage, et elle était persuadée d'être une grande prédatrice quand elle se mettait à chasser les objets immobiles de la maison. Elle avait dû être intriguée par le courrier, et avait fait tomber la lampe en s'en emparant. Et c'était ça le boucan que j'avais entendu la nuit précédente. Après avoir cherché la lettre dans chaque recoin de ma maison et de mon jardin, j'étais dépitée et résignée. Elle n'était nulle part. Je me suis dépêchée de regarder les photos que j'avais prises du contrat, mais bizarrement elles étaient tellement floues que c'était illisible. Sans aucune solution, je n'avais pas d'autre choix que d'abandonner. Car après une nuit de sommeil et toute l'énergie que j'avais déployée, mon désir de vengeance était désormais quasi nul. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier toute cette histoire et de me concentrer à trouver un vrai travail. Mais malheureusement pour moi, malgré toutes les candidatures que j'avais envoyées, je n'ai reçu aucune réponse. Le soir du 9 décembre, après avoir constaté une fois de plus que je n'avais pas de réponse ni par email ni par courrier, je me suis fait un chocolat chaud et je me suis couchée sur le canapé enroulée dans mon plaid. J'ai allumé la télé qui était juste à côté de la cheminée et après avoir regardé plusieurs épisodes de ma série préférée, je me suis endormie sans même m'en rendre compte. Je dormais paisiblement quand j'ai entendu un bruit qui m'a réveillée en sursaut. En ouvrant les yeux, le cœur battant, j'ai été aveuglée par une lumière vive et verte émeraude qui rayonnait dans tout le salon. Encore à moitié endormie, j'ai rapidement regardé autour de moi et j'ai constaté que la lumière venait de la cheminée. La même cheminée que je n'avais pas allumée depuis au moins 2 jours pour faire des économies de bois. D'ailleurs, il n'y avait même pas de bûche dedans. Je me suis demandé comment c'était possible. Et puis pourquoi le feu était vert? Tremblante de la tête aux pieds, je me suis avancée avec prudence vers le feu. Et alors que je n'étais plus qu'à quelques centimètres, j'ai entendu une voix s'élever de la cheminée. Erika Johnson, je suis vraiment désolé du retard. Je sais que je devais être là à 3h45, mais disons que j'ai eu quelques petits problèmes en cours de route. Vous êtes prête? Pétrifiée par ce que je venais d'entendre, je n'arrivais pas à bouger un muscle. Soit j'étais devenue complètement folle, soit j'étais en train de rêver. Dans tous les cas, je n'aimais pas du tout ce qui était en train de se passer. En ne me voyant pas répondre, la voix est devenue plus rapide et beaucoup moins amicale. Bon, vous savez quoi? Je n'ai pas que ça à faire. Comme je vous l'ai dit, je suis déjà en retard. Et il me reste d'autres gens à aller chercher. Si vous ne bougez pas vous-même, je vais devoir vous faire bouger. Moi. En entendant ces mots, j'ai été prise de panique. Et instinctivement, je me suis retournée pour attraper mon téléphone et m'enfuir. Mais je n'en ai pas eu le temps. Alors que je courais à toute vitesse, j'ai senti quelque chose s'enrouler autour de ma taille et me tirer en arrière. En regardant ce qui m'avait attrapée, j'ai constaté que c'était la boucle d'un sucre d'orge géant. Devant la vision plus qu'étrange, j'ai crié à plein poumon. Après ça, je ne me souviens plus de grand-chose, à part des flashs de lumière verte et une légère sensation de chaleur. Quand j'ai réouvert les yeux, j'étais allongée sur un lit dans une chambre complètement envahie par les décorations de Noël. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais là. Mais surtout, je n'avais aucune idée de ce qu'était cet endroit. C'était comme si tous mes souvenirs s'étaient envolés. Je me suis redressée et j'ai remarqué que j'étais habillée d'une robe verte et blanche en laine. Le cliché du déguisement d'un elfe du Père Noël.
J'ai froncé les sourcils en essayant de me souvenir de comment j'avais atterri là. Mais au même moment, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Une petite femme d'environ 1m30, qui portait un tailleur en laine qui lui n'était pas de la même couleur que ma robe, mais rouge et blanc, est entrée en marchant rapidement. Elle s'est approchée du lit sur lequel j'étais, et tout en remontant ses lunettes qui siégeaient sur ses grandes oreilles pointues, elle m'a dit « Ah, enfin vous êtes réveillée, Erika. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un d'aussi agité. Je croyais que vous aviez écrit dans votre lettre que vous croyiez toujours au Père Noël et que vous aimiez la magie de Noël. » Mais qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous? Et où est-ce que je suis? Devant ma confusion, la petite femme s'est contentée de lever les yeux au ciel et de soupirer. « Ah oui, c'est vrai, on a dû vous donner de la poudre d'étoile pour vous calmer. Tenez, mangez ça, et tout va vous revenir. » Elle m'a tendu un petit bonbon emballé dans du papier rouge et brillant et m'a fait signe de l'avaler. J'étais réticente, mais en même temps, je voulais réellement savoir ce que je faisais là. Alors si ce bonbon était la réponse à mes questions, j'étais prête à prendre le risque. Je l'ai déballé rapidement et sous le regard impatient de la petite femme, je l'ai avalé d'un coup. J'ai juste eu le temps de sentir l'amertume du bonbon avant que tout plein de souvenirs ne viennent m'envahir la tête. Je me souvenais de tout. De l'annonce, de ma réponse, du contrat et surtout des flammes vertes qui étaient apparues dans ma cheminée avant de m'emporter. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit que la petite femme a immédiatement recommencé à parler. Alors, non, vous ne rêvez pas. Non, vous n'êtes pas folle. Et en effet, vous vous trouvez dans l'atelier du Père Noël, qui bien sûr est aussi réel que vous et moi. D'autres questions? Pour être honnête, elle m'avait prise de court. On aurait presque dit qu'elle lisait dans mes pensées ou qu'elle avait dû répondre à ces questions des tonnes de fois. Je suis restée silencieuse, car pour le moment, je n'avais pas d'autres questions que j'avais l'envie, ou plutôt le courage de poser. Alors, je me suis contentée de faire un signe de tête pour dire non. Parfait. Alors, je pense qu'il est temps que je vous fasse rapidement le tour des lieux pour que vous puissiez rejoindre les autres. Vous êtes en retard comparé à eux, mais en même temps, eux ne sont pas tombés dans les pommes. Au fait, je m'appelle Joséphine, gestionnaire en chef des elfes. Toujours perturbée et incapable de dire le moindre mot, je me suis contentée de suivre Joséphine qui marchait étonnamment vite. Après avoir tourné à l'angle d'un couloir interminable et complètement dénué de couleurs, mais qui était bordé de sapins tous plus beaux les uns que les autres, on est arrivé devant une énorme porte rouge, ancienne et parsemée de moulures dorées. La porte était si grande que j'ai dû lever la tête complètement pour en voir la fin. Et sur une plaque tout en haut de la porte, j'ai pu voir une grosse pancarte avec écrit dessus « Atelier du Père Noël ». Joséphine a poussé la porte qui s'est ouverte dans un grincement assourdissant. Et là, une lumière aveuglante m'a fait plisser les yeux. Mais lorsque j'ai pu y voir clair à nouveau, j'ai balayé l'immense pièce du regard, complètement émerveillée. La première chose que j'ai remarquée, c'était le plafond en verre qui était à plus de 8 mètres de hauteur au-dessus de moi. Il donnait une vue sur un ciel magnifiquement bleu, strié de couleurs violettes et orange. Et directement en dessous, il y avait le sommet d'un arbre de Noël d'une taille démesurée, décoré de 1001 ornements et de centaines de guirlandes de toutes les couleurs. En baissant les yeux vers la base de l'arbre, j'ai remarqué qu'il y avait des centaines, voire des milliers de cadeaux en dessous, qui disparaissaient comme s'ils étaient aspirés par le grand sapin, au fur et à mesure que des gens qui faisaient tous environ la taille de Joséphine les y stockaient. En plus, une délicieuse odeur de sapin et de petits gâteaux régnait dans l'air. Du côté droit de la pièce gigantesque, il y avait des petites tables à perte de vue. Et devant chacune de ces tables, il y avait des personnes habillées comme moi, et qui, elles, semblaient faire environ ma taille. Apparemment, ces personnes s'occupaient d'emballer et d'étiqueter les cadeaux, qui donnaient l'impression d'apparaître comme par magie sur les tables dès qu'ils avaient fini avec les précédents. Sur le côté gauche, on pouvait voir un énorme traîneau d'un rouge flamboyant qui ne ressemblait en rien aux images qu'on en faisait habituellement. Celui-là ressemblait plutôt à un parfait mélange entre une voiture de course et un avion de chasse. L'avant était allongé de telle sorte que je doutais du fait qu'il puisse laisser la place à de quelconques reines pour les diriger. Derrière le traîneau se trouvait un trône qui aurait fait rougir les plus grands rois et sultans de notre histoire. Il était entièrement recouvert d'or et le rembourrage rouge du siège était si épais qu'on aurait presque dit un matelas. En voyant la place que prenait le trône aussi bien en hauteur qu'en largeur, je n'avais aucun doute sur le fait que le Père Noël devait être beaucoup plus grand que ce que j'avais toujours imaginé. Mais avant que mon imagination ne vagabonde trop, Joséphine a repris la parole. Oui, c'est bien le siège du Père Noël. A-t-elle commencé en me devançant encore une fois avant que je ne puisse poser la moindre question? Mais je doute que vous puissiez le voir avant le 24 décembre. Monsieur Noël est un homme très occupé, surtout à cette période de l'année.
Et pour les rennes, qu'est-ce que vous croyez? Je sais qu'on vit au fin fond du pôle Nord, mais nous aussi on a entendu parler des droits des animaux. Enfin bon, assez traîné. Comme vous voyez, vous ne risquez pas de vous perdre. Tout votre espace de travail est ouvert. Suivez-moi et je vais vous amener à votre poste de travail. Elle s'est mise à avancer rapidement en longeant les murs de la pièce, comme pour ne pas déranger les travailleurs. Pendant que je la suivais, j'ai commencé à observer ce qui était derrière leur petite table. Aucun d'eux ne levait la tête de leur tâche, et même s'ils avaient une expression neutre sur le visage, les regarder me mettait mal à l'aise. J'étais tellement plongée dans mon observation que je n'ai même pas remarqué que Joséphine s'était arrêtée devant une porte. J'ai failli lui rentrer dedans. La porte en question était banale, à l'exception d'inscriptions qu'il y avait dessus. Réservée aux elfes de rang supérieur, interdiction de rentrer. Vous verrez plusieurs portes comme celle-ci, à différents endroits du domaine. Et vous ne devez en aucun cas y entrer. C'est compris? La façon sèche et autoritaire qu'elle avait eue de dire ça ne donnait pas réellement envie de répondre autre chose que oui. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là, je me suis demandé pourquoi une porte interdite au grand public n'avait pas de serrure, ou même un cadenas. Pendant que je pensais ça, on a continué à marcher pendant encore quelques mètres avant d'arriver devant une petite table. Dessus, il y avait un rouleau de papier cadeau, une étiqueteuse et un petit cahier en cuir noir intitulé « Liste des enfants sages, numéro 85 630 215 435 ». J'allais de surprise en surprise, et mon cerveau n'arrivait pas réellement à réaliser ce qui était en train de se passer. En l'espace de quelques heures, j'avais appris que le Père Noël existait, que ses elfes et sa légende aussi, et qu'apparemment la magie n'y était pas pour rien. Il fallait que j'essaie de comprendre. Et moi dans tout ça, je vous sers à quoi? Vous savez, avant il y avait assez d'elfes pour créer et réparer tous les jouets pour les enfants à travers le monde. Mais plus les années passent, et plus ils sont nombreux. Ce qui n'est pas notre cas. Alors Monsieur Noël a eu la bonne idée de faire participer d'anciens enfants sages qui ont encore dans le cœur la magie de Noël. Et je suppose que c'est exactement ce que la division de recrutement des elfes a vu en vous. Moi? Je suis une ancienne enfant sage? Oui, voilà. Maintenant, au boulot. Ça ne devrait pas être dur à comprendre. Emballer, écrire les informations, étiqueter, mettre dans le sac. En disant ça, elle a pointé le doigt vers un sac qui ressemblait à une énorme hotte en toile rouge qui se trouvait au pied de la table. Je l'ai regardée avec attention et en me tournant pour poser une autre question à la petite elfe autoritaire, j'ai vu qu'elle était déjà loin. J'ai essayé de parler à l'homme qui était sur ma droite, mais il n'a même pas tourné la tête vers moi et a laissé ma question sans réponse. C'est là que je me suis souvenu de la règle numéro 6, celle qui disait qu'il était interdit pour les elfes assistants de parler entre eux. Je me suis donc mise devant ma petite table et quelques secondes plus tard, j'ai vu un cadeau se matérialiser dessus, comme par magie. J'ai laissé échapper un petit cri de surprise et d'excitation. C'était une Barbie, tout ce qu'il y avait de plus normal. J'ai attrapé le papier cadeau et j'ai terminé l'emballage à une vitesse incroyable, comme si mes mains étaient dotées d'un pouvoir que jusque-là j'ignorais. J'ai ensuite attrapé une étiquette et j'ai regardé le premier nom qui apparaissait dans le cahier. Inuri, appartement Shiwon, 47 261, Busan, Corée du Sud. Je l'ai soigneusement noté et quand j'ai eu fini, je l'ai mis dans le sac qui se trouvait à mes pieds. Automatiquement, un autre cadeau est apparu sur la petite table et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'au soir, où non sans mal, j'ai réussi à trouver le chemin de ma chambre. Ce soir-là, je suis rentrée dans ma chambre épuisée et en ouvrant la porte, j'ai eu le plaisir de trouver un plateau rempli de tous les petits plats de Noël que j'adorais. Du saumon fumé sur des petits toasts briochés, de la dinde en sauce avec des petites pommes de terre rôties et pour le dessert, de la bûche pâtissière au chocolat. J'ai tout englouti en un instant. Puis, je me suis endormie rapidement et j'ai passé la nuit à rêver d'elfes, de traîneaux avions et de Père Noël géant. Les jours suivants m'ont permis de m'habituer très vite à mon nouveau travail. Malheureusement, ils se sont déroulés selon une routine si parfaite que je trouvais ça désespérément ennuyant. J'étais dans le lieu le plus féerique que je connaissais et je passais mes journées à simplement emballer des cadeaux et les mettre répétitivement dans un sac. Et en plus, je ne pouvais en parler à personne. Déjà, ce n'était pas autorisé. Mais en plus, tous mes collègues agissaient comme de vrais zombies et respectaient les règles à la lettre. Ce gâchis me déprimait. Alors, j'ai monté un plan pour essayer de comprendre comment tout se mettait en place dans cette incroyable machine. Mais vu ce que je sais maintenant, je regrette amèrement ma curiosité. Pourtant, mon plan était simple. Je comptais attendre le 23 décembre pour être sûr que si je me faisais attraper, j'aurais déjà effectué toutes mes heures. Et au moment où tout le monde revenait dans sa chambre,
Je comptais me faufiler discrètement derrière une des portes réservées aux elfes de rang supérieur. Et après ça, simplement me faire assez discrète pour explorer ce qu'il y avait derrière la porte, dans l'espoir d'avoir toutes les réponses aux questions que je me posais. Je n'arrêtais pas de me demander comment est-ce que les cadeaux apparaissaient sur nos tables comme par magie, ou encore où se trouvaient les cuisines d'où on nous préparait chaque jour ces incroyables repas. Et après ça, je comptais ressortir sans me faire remarquer et filer jusqu'à ma chambre ni vue ni connue. Infaillible, non? Eh bien, si vous avez répondu non et imaginé tout ce qui allait pouvoir mal se passer, vous êtes beaucoup plus réaliste et intelligent que moi. Même si pour ma défense, l'endroit dans lequel j'étais me semblait tellement mignon et bon enfant que je ne pensais pas réellement m'attirer des ennuis. Après tout, s'il voulait empêcher les gens non autorisés de rentrer, pourquoi est-ce qu'il prenait le risque de ne pas verrouiller les portes? J'ai donc attendu le 23 décembre avec impatience, en profitant des jours qui me restaient pour observer un maximum ce qui se passait autour de moi, mais aussi mémoriser le lieu sur le bout des doigts. Pendant ce temps-là, j'ai remarqué la chose la plus importante pour mon plan. Le fait qu'une des portes était beaucoup moins fréquentée que les autres. C'était celle qui se trouvait juste derrière l'entrée de l'atelier, pas très loin du trône du Père Noël, et je savais que c'était par là que je devais entrer. Pendant la journée du 23 décembre, j'ai travaillé sans réellement faire attention à ce que je faisais. J'étais bien trop pressée à l'idée de ne pas réussir à faire ce que j'avais prévu. La paranoïa me gagnait, et j'avais l'impression que tout le monde savait ce que je comptais faire. Mais je pense surtout que c'était ma façon inhabituelle d'agir qui les intriguait. Car même Joséphine est venue me demander si j'étais malade. J'ai rapidement répondu que non, et que j'avais simplement mal dormi la nuit précédente. À la fin de la journée, alors que je voyais tout le monde ranger leurs affaires et se rassembler petit à petit pour avancer jusqu'au dortoir, j'ai commencé à sentir mon cœur battre si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que c'était visible sous mon épaisse robe en laine. J'avais avancé en prenant bien soin d'être dans les derniers, les yeux rivés droit devant moi, en essayant d'agir le plus naturellement possible. Et lorsqu'on a eu fini de passer la porte, je me suis glissée discrètement derrière un des sapins qui bordait le long couloir blanc. Le cœur battant toujours à toute vitesse et des sueurs froides coulant le long de mon cou, j'ai attendu avec impatience et excitation de ne plus voir qui que ce soit passer, ni entendre aucun bruit. Je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé, mais le trafic dans le couloir s'est arrêté, et tout autour de moi est devenu si silencieux que c'en était presque gênant. J'ai pris plusieurs bouffées d'oxygène pour me donner le courage de faire le premier pas hors de ma cachette. Et malgré la peur que j'avais de me faire découvrir, j'ai fini par réussir à sortir. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai attrapé la poignée, et en la poussant, j'ai prié de tout mon cœur que premièrement il n'y ait réellement personne dans l'atelier, et que deuxièmement le bruit de la porte ne soit entendu par personne. Par chance pour moi, ma prière avait été entendue, car l'atelier semblait complètement vide, et vu que j'avais ouvert la porte juste de quoi laisser passer mon corps, le bruit qu'elle avait fait était minime. Je l'ai refermé délicatement derrière moi, et quand je me suis retournée, j'ai pu m'attarder sur la beauté de l'atelier le soir. Le sapin brillait de mille feux, et le plafond de verre laissait apercevoir un magnifique ciel animé par des étoiles et par de belles aurores boréales. Et le tout donnait à la pièce la même aura verte émeraude qu'avait le feu qui était dans la cheminée le soir où on était venu me chercher. Voir ce spectacle magnifique m'a relaxée et m'a motivée à continuer. Je me suis dirigée en direction de la porte qui se trouvait juste à côté du trône et j'ai contemplé le siège en passant. Il était encore plus grand qu'il en avait l'air depuis mon poste de travail. Du haut de mon 1,70 m, les pieds de la chaise m'arrivaient quand même juste en haut de la cuisse. J'ai détourné rapidement le regard pour ne pas être tentée d'essayer de m'asseoir dedans et je me suis concentrée sur la porte. Une fois devant, cette fois-ci je n'ai pas hésité et je l'ai directement ouverte. J'ai fermé les yeux et j'ai tout de suite mis ma main sur mon nez pour me protéger de l'ignoble odeur qui en ressortait et qui contrastait radicalement avec celle de l'atelier. Ce que je sentais me faisait penser à de la viande avariée, des excréments et du lait caillé, tout ça en même temps. Et en réouvrant les yeux, j'ai remarqué que devant moi il y avait un long couloir gris bétonné, éclairé d'une faible lumière qui mettait en évidence des taches marron sur le mur. J'ai eu un haut le cœur et j'ai voulu faire demi-tour. Mais la curiosité était bien trop forte. J'avais besoin de savoir et de comprendre ce que je voyais. Avant de voir ça, je pensais que ce qu'on nous cachait à nous les elfes assistants était surtout pour ne pas casser la magie de l'endroit. Mais à cet instant précis, j'ai réalisé que c'était certainement beaucoup plus compliqué et sordide que ça. J'ai fait un pas en avant, en prenant bien soin de respirer par la bouche. Mais même comme ça, j'avais l'impression que l'odeur nauséabonde m'étouffait. J'ai continué le long du couloir jusqu'à arriver à une porte blanche toute simple, sur laquelle le chiffre 1 était écrit sur une petite plaque dorée. Comme la majorité des portes du domaine, elle n'avait pas de serrure ni de cadenas. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai appuyé sur la poignée pour ouvrir la porte. Et ce que j'ai vu derrière
m'a réellement glacé le sang. La pièce était assez grande, et de là où j'étais, j'arrivais à distinguer les tables argentées mais je ne voyais pas tout, car comme dans le couloir, la lumière était faible. Alors, j'ai dû rentrer à l'intérieur, et en réalisant ce que j'avais devant les yeux, un sentiment de panique et de danger m'a immédiatement envahi. Ce qu'il y avait dans la pièce était digne d'un musée des horreurs, et l'odeur que j'avais sentie dans le couloir y était encore plus forte. C'était une sorte de salle d'opération, mais elle n'avait rien de normal ou de stérile d'ailleurs. Les tables argentées qui ressemblaient vraiment à celles qu'on voit dans les morgues étaient recouvertes d'une substance qui n'était pas dure à reconnaître de par sa couleur rouge. C'était du sang. Il y en avait partout, et particulièrement sur les draps blancs qui étaient posés dans les corbeilles au pied de chaque table. Sur les petits meubles en ferraille qui se trouvaient à côté des tables d'opération, il y avait toutes sortes d'instruments. Des scies à os, des scalpels rouillés, mais aussi du fil épais, et tout plein d'autres objets déroutants. Malgré tout ce que je voyais, mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ou réaliser ce qui se passait, et des questions s'enchaînaient sans qu'il puisse trouver de réponse. Qu'est-ce que tout ça faisait dans un endroit pareil? Est-ce que ça pouvait être une boucherie? Ou peut-être que j'avais juste atterri dans l'hôpital du domaine. Après tout, les elfes aussi avaient sûrement besoin de soins. Non? Mais mon dialogue interne s'est vite arrêté lorsque j'ai remarqué qu'il y avait une grosse poubelle noire tout au fond de la pièce. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait à tout prix que je regarde dedans, même si j'avais un très mauvais pressentiment. J'ai avancé rapidement vers la poubelle en écoutant la petite voix au fond de moi, qui me disait qu'elle répondrait certainement à une partie de mes questions. Quand je l'ai ouverte, je suis presque tombée dans les pommes. Maintenant, il n'y avait plus aucun doute sur le fait que l'immonde odeur qui régnait dans l'air venait de là. Mais c'était normal, car la poubelle était remplie presque entièrement de morceaux de carcasses décomposés. Et dans l'ignoble amoncellement de chair avariée qu'il y avait dedans, j'ai réussi à distinguer différentes parties humaines. Il y avait des bras, des tibias, mais aussi des langues et des morceaux de cartilage que je n'ai pas réussi à reconnaître à ce moment-là. La peur et le dégoût ont pris le dessus sur ma pseudo-discrétion, et j'ai crié à plein poumon avant de vomir copieusement mon déjeuner sur le sol. Paniquée, je n'ai même pas pris le temps de m'essuyer la bouche, et j'ai couru à l'extérieur de la pièce. J'ai dû m'arrêter 5 secondes pour reprendre mon souffle. J'en avais assez vu. Je ne voulais pas rester là une seconde de plus, ni découvrir quoi que ce soit d'autre. Il fallait que je rejoigne ma chambre discrètement, et que j'attende patiemment le lendemain matin qu'on nous libère tous de cet endroit maudit. J'allais me remettre à courir en direction de la porte par laquelle j'étais arrivée, quand avec horreur j'ai entendu des bruits de pas qui provenaient justement de là. Sans même réfléchir, je me suis mise à courir dans la direction opposée. Il fallait que je trouve une sortie, et vite. Mais plus je courais, et plus les pas que j'entendais semblaient proches, comme si la personne ou la chose qui marchait vers moi allait plus vite en marchant que moi en courant. J'ai fini par voir une autre porte dans ce couloir qui me semblait interminable. Elle portait le numéro 2, et en dépit de la peur que j'avais de tomber sur une autre salle des horreurs, j'ai ouvert la porte. Je n'ai même pas attendu quelques secondes avant de la refermer directement, car derrière, j'ai vu une pièce longue, dans laquelle il y avait des centaines de cages entièrement en verre. Ça partait du sol et montait jusqu'au plafond. Et à l'intérieur de ces cages, j'ai eu le temps de voir des enfants de tout âge qui semblaient endormis ou morts. J'ai essayé de ne pas penser à autre chose que de me sortir de là d'abord et essayer d'aider ensuite. Je me suis remise à courir aussi vite que je pouvais et en entendant les pas taper sur le sol et en sentant les vibrations qui me parcouraient le corps, j'ai tourné la tête pour voir ce qui me poursuivait. Je n'ai même pas eu besoin de plisser les yeux pour voir cette énorme chose. Elle était immense et devait faire plus de 3 mètres de haut. Et même en ne regardant qu'une seconde, j'ai eu le temps de remarquer que son corps était recouvert de poils, que sa tête qui ressemblait à celle d'un bouc était surmontée de cornes et que bizarrement cette chose portait exactement le même costume que le Père Noël. Mais à lui, ça lui donnait un air presque grotesque. La poussée d'adrénaline qui a provoqué cette vision d'horreur m'a fait courir encore plus vite. Et je suis rapidement arrivée à la porte numéro 3. Je me suis engouffrée dedans en me disant que ce qui se cachait derrière était forcément moins pire que la monstruosité qui me pourchassait. La pièce était beaucoup plus grande que toutes les autres, et beaucoup moins éclairée également. Elle était composée de ce qui semblait être des rangées de lits superposés, et je me doutais que j'avais atterri dans un espèce de dortoir. Même si je ne voulais pas, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui dormait dedans. J'ai avancé rapidement pour essayer de rejoindre le fond de la pièce, et quand j'ai enfin réussi, je me suis cachée derrière l'un des lits. Alors que j'essayais de reprendre mon souffle pour respirer moins fort, et tenter de ne pas me faire repérer par la créature qui n'allait pas tarder à arriver, j'ai retenu un cri de surprise en voyant une tête apparaître au-dessus de moi, sur le côté du lit. Comme il faisait sombre, je n'arrivais à distinguer que sa silhouette, et en la voyant, j'étais sûre que c'en était fini pour moi. Les oreilles pointues que j'apercevais m'ont fait croire que j'étais tombée dans le dortoir des elfes de rang supérieur. Mais j'ai rapidement compris que ce n'était pas le cas quand j'ai vu une petite allumette s'allumer faiblement juste entre nous deux.
Grâce à la flamme vacillante, j'ai pu voir clairement ce qui se tenait devant moi. C'était bien un elfe, un très vieil elfe. Ou du moins, ça ressemblait à l'idée de ce qu'on faisait d'un elfe. Une petite taille, des oreilles pointues et des membres minuscules. Cependant, on voyait clairement que ce n'était pas naturel. Ses oreilles semblaient avoir été taillées grossièrement au ciseau. Ses bras et ses jambes donnaient l'impression qu'elles avaient été séparées, découpées et raccourcies avant d'être attachées approximativement. J'étais surprise par son apparence, mais quelque chose me disait que je pouvais lui faire confiance. Alors, j'ai rapidement murmuré. « Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. Dites-moi juste comment sortir de là, d'accord ?» Il a ouvert la bouche comme pour me répondre, mais à la place, il a rapproché la petite flamme vers lui. Ensuite, il a pointé du doigt l'intérieur de sa bouche. Et là, j'ai découvert qu'il lui manquait sa langue. J'ai directement compris ce que j'avais vu dans la pièce numéro 1. Et ça m'a dégoûté encore plus. J'allais lui poser une autre question, quand on a entendu la poignée de la porte se tourner. Avant que l'allumette ne s'éteigne, j'ai eu le temps de le voir sortir un petit bonbon rouge de sa poche, qui ressemblait exactement à celui que Joséphine m'avait donné lors de mon premier jour. Et directement après, le bruit de la porte qui s'ouvrait violemment est venu m'envahir les oreilles. Je me suis mise en boule sur le sol, les yeux fermés, prête à me faire exterminer par l'horrible bête. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu une voix tout à fait normale à côté de moi. Erika, Erika, Erika. Moi qui me disais pas plus tard qu'hier que tu étais vraiment une de mes anciennes enfants sages préférées. Tu me vois déçu. En ouvrant les yeux, j'ai remarqué que la lumière qui éclairait la chambre était beaucoup plus vive et que devant moi, le gros monsieur joufflu aux cheveux blancs que j'adorais tant depuis mon enfance était en train de me sourire. Le voir m'a immédiatement soulagée et je me suis redressée prête à lui raconter tous les moments cauchemardesques que je venais de passer. Oh mon Dieu, je suis tellement soulagée de vous voir. Il faut que vous m'aidiez. J'ai vu une bête horrible dans le couloir, elle était immense et elle portait les mêmes vêtements que vous. Je vous jure qu'elle était monstrueuse. J'allais continuer à parler quand le Père Noël s'est mis à faire un son désapprobateur. Erika, ce n'est vraiment pas gentil de parler comme ça des gens, et surtout en leur présence. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ou de réagir à ce qu'il venait de me dire, qu'il m'a attrapé par les cheveux avant de me lancer sur son épaule. Allez, sortons et allons discuter de ça ailleurs. Tu vois bien qu'on empêche ces pauvres elfes de dormir. Tu sais, ils ont besoin de sommeil, car ils travaillent très dur à construire tous ces jouets que tu emballes. Alors qu'il faisait de grandes enjambées pour sortir de la pièce, j'ai pu apercevoir une dernière fois le visage du pauvre elfe mutilé qui m'avait donné le bonbon. Mais aussi, celui des centaines d'autres qui me regardaient avec tristesse. Alors qu'on avançait dans le couloir, j'ai retenu mon souffle en passant devant la deuxième et la première porte, en espérant qu'il n'allait pas nous faire entrer dedans. Mais il ne l'a pas fait. Et après avoir passé la porte qui donnait sur l'atelier et s'est assis sur le trône qui semblait beaucoup trop grand pour lui, il m'a balancé par terre comme une vulgaire poupée de chiffon. Après avoir toussé à cause de la douleur que je ressentais aux côtes, j'ai directement essayé de plaider ma cause. Je vous en supplie, je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû faire ça. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Alors que je finissais ma phrase, le Père Noël a explosé de rire. Te tuer? Mais tu me prends pour qui? Un sauvage? Ici on ne tue personne, voyons. Je donne toujours une deuxième chance. Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Et moi qui croyais que tu avais tout compris. Encore une fois, je vois que je t'ai surestimé, ma petite Erika. Tu es si intelligente pourtant. Je suis restée bouche bée, perplexe devant sa façon de dédramatiser les choses. Non, je vois que tu ne percutes toujours pas. Vu que tu t'es donné tout ce mal pour découvrir tous mes secrets, je vais te récompenser. Avant de te punir. Vas-y, pose-moi toutes les questions qui te passent par la tête. Allez, n'hésite pas. Je te promets que ce n'est pas un piège et que je te répondrai jusqu'à ce que j'en ai marre. J'ai hésité à le faire, mais je me suis dit que ça me ferait gagner du temps. Et que comme ça, j'arriverais peut-être à trouver une solution pour m'enfuir. Pourquoi... Non. C'est qui les enfants que j'ai vus dans la salle numéro 2? Ceux qui étaient dans les cages en verre. Je vois que tu commences fort, Erika. Eh bien, la réponse devrait être évidente, non? S'ils sont dans une cage, c'est qu'ils ont fait des bêtises. Et que donc, ils ne sont pas sages, n'est-ce pas? En entendant ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais j'ai répondu de façon assez insolente. Et vous croyez que juste parce qu'ils n'ont pas été sages, vous pouvez vous permettre de les enlever et de les enfermer dans des cages?
Le Père Noël m'a regardé droit dans les yeux. Et pendant un instant, j'ai cru voir son visage se déformer légèrement. Comme si ce que j'avais devant moi n'était qu'une illusion. Oui, je me le permets car jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui fais les règles, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que tu sais que certains de ces enfants ont fait des choses qui ont envoyé des gens à l'hôpital, ou pire? Non, ça tu ne peux pas le concevoir, car tu penses avoir la science infuse. Et puis, crois-moi, une fois que j'en ai fini avec eux, ils redeviennent sages, et je les ramène avant que qui que ce soit ne remarque leur absence. J'ai frissonné en entendant le ton froid et sec qu'il avait utilisé. Et j'ai rapidement posé une question moins agressive pour essayer de calmer les choses. Pourquoi est-ce que vous faites venir des gens de l'extérieur comme moi? Il n'y aurait pas d'autre solution pour que personne ne découvre ce qui se passe ici? J'ai cru voir son air s'adoucir, et un sourire presque bienveillant se dessiner au coin de ses lèvres. Si, bien sûr. Mais disons que je suis un sentimental. Et qu'en plus, on a vraiment besoin de main-d'œuvre. Ça me fait toujours plaisir de revoir mes enfants sages, qui ont conservé la magie de Noël au fond de leur cœur. Et puis, ça permet de pallier au manque d'elfes par rapport au nombre grandissant d'enfants dans le monde. D'accord, mais... dans ce cas-là, qui sont les elfes de la chambre numéro 3? C'est bien ce que je crois. Des adultes mutilés que vous avez transformés en elfes dans votre petite pièce de torture. Son expression est redevenue sévère et froide, presque menaçante. Je sais que je donne l'impression de ne m'occuper que des enfants. Mais parfois, certains adultes méritent aussi d'être punis pour leurs actions. Certains sont là car, comme toi, ils ont été trop curieux, et d'autres ont commis des actes si abominables qu'ils ne manqueront à personne. Alors oui, j'en utilise une partie pour fabriquer des jouets pour l'atelier, d'autres pour aller distribuer des cadeaux à ma place, et certains pour autre chose encore. Mais bon, tu sais, je suis sûr que n'importe qui ferait la même chose que moi. Pas moi en tout cas. Les mots étaient sortis si rapidement de ma bouche qu'ils m'avaient surprise. En entendant ces mots, le Père Noël a tapé du poing et a grogné de façon bestiale. Après ça, j'ai vu son corps s'élargir, ses pieds se transformer en sabots et son visage prendre la forme de celui d'un bouc. Son corps prenait désormais tout le siège. Puis, une voix rauque qui avait l'air dédoublée s'est fait entendre. Je l'ai regardé avec terreur, complètement figé par sa laideur. Ah bon? Tu penses que tu te débrouillerais mieux que moi, Erika? Tu sais quoi? Je comptais juste faire de toi l'une des elfes qui fabriquent les cadeaux. Mais je pense que pour toi, il faut quelque chose de bien pire. J'ai besoin de temps pour décider de ce que je vais faire de toi. Estime-toi heureuse. Je vais te renvoyer chez toi. Mais ce serait trop facile si tu te rappelais de tout. En disant ça, il m'a soufflé la poudre qu'il venait de sortir de sa poche au visage. Et puis, il m'a assommé d'un gros coup sur la tête. La dernière chose que j'ai vue avant de m'évanouir, c'est la lumière verte que projetaient les aurores boréales. Et pour la dernière fois, j'ai entendu sa voix. À l'année prochaine, Erika. Quand j'ai ouvert les yeux à nouveau, j'étais à l'hôpital. Apparemment, j'avais été trouvée dans la rue avec rien sur le dos à part un pyjama. Le même pyjama que je portais le soir de ce qu'ils appelaient ma disparition. D'après la police et ma famille, personne n'avait eu de nouvelles de moi depuis le 9 décembre. Et tout le monde était mort d'inquiétude. Ma mère m'a même avoué qu'elle pensait ne jamais me revoir. Et j'étais ce que tout le monde appelait un véritable miracle de Noël. Bien sûr, ils m'ont posé tout un tas de questions sur ce qui m'était arrivé pendant ma disparition. Et bien sûr, je n'ai pas pu leur répondre, car à ce moment-là, je ne savais même pas moi-même. Mais après que les policiers aient arrêté de me questionner en me promettant de m'aider à découvrir ce qui m'était arrivé, et que l'hôpital avait conclu à une amnésie traumatique, j'ai pu rentrer chez moi. En ouvrant le sachet plastique pour mettre mon seul effet personnel dans la machine, mon pyjama, j'ai senti quelque chose dans ma poche. En sortant ce qu'il y avait dedans, j'ai vu un petit bonbon emballé dans du papier rouge brillant. Je l'ai regardé perplexe et j'ai ressenti une envie pesante de le manger. Après l'avoir mis dans ma bouche, je me suis souvenu de tout. Vraiment tout. Et depuis, je suis terrorisée. La veille de Noël approche à grands pas, et je sais que cette chose viendra pour me faire subir un châtiment à la hauteur de l'affront qu'il pense que je lui ai fait. Et pour être honnête, la seule raison qui m'empêche de mettre fin à mes jours pour éviter ça, c'est le souvenir de tous ces enfants et de tous ces elfes mutilés qui sont emprisonnés dans la forteresse de ce monstre. Après avoir fait des recherches, je ne sais toujours pas si cette chose est réellement le Père Noël, le Krampus, ou encore un savant mélange des deux. Mais une chose est sûre,
Vu que je me souviens de tout, j'ai un avantage sur lui. Et je compte bien l'utiliser pour sauver tout le monde. Je déteste Noël. Quand je dis ça, en général, les gens me regardent comme si je venais d'annoncer que la fin du monde était proche. Mais s'ils savaient la raison pour laquelle à cette période je me terre chez moi en attendant que cette pratique horrible ne passe, ils comprendraient. Je n'ai plus raconté cette histoire depuis bien longtemps, car de toutes les façons, personne n'a jamais voulu me croire. Mais je pense qu'il est temps pour moi d'essayer de prévenir le maximum de personnes possible. Et peut-être que comme ça, moins de gens auront à vivre la terrible expérience que j'ai eue cette nuit-là, et qui a failli me coûter la vie. Tout a commencé un 24 décembre, alors que je n'avais que 9 ans. Mes parents n'allaient pas être là la majeure partie de la nuit et du matin de Noël, à cause de leur stupide travail. Normalement, on fêtait Noël à 6 heures du matin, mais on allait devoir attendre que maman et papa rentrent d'abord du travail. Ma mère avait dit à Brad, mon frère aîné, qu'elle ferait venir une babysitter car elle ne lui faisait pas confiance pour nous garder tous les 5. Ma mère laissait souvent Brad nous surveiller. Mais c'est vrai que les 2 dernières fois où il l'avait fait, quand mes parents étaient rentrés, ils avaient découvert qu'on avait cassé beaucoup de choses. Alors cette fois-ci, ma mère avait décidé que ce serait Rebecca qui nous babysitterait. Rebecca est arrivée chez nous à 17 heures. Elle était vraiment belle. Et Brad n'arrêtait pas de la regarder. Maman et papa sont partis quelques minutes après qu'elle soit arrivée. C'était la première fois que Rebecca devait garder 6 enfants en même temps. Et j'étais sûre qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Ma petite sœur, Molly, qui avait 3 ans, a fait un caprice quand mes parents sont partis. Levi et Gareth, mes 2 plus jeunes frères qui étaient aussi jumeaux, avaient tous les 2 5 ans. Et eux ont commencé à se battre. Brad a parlé à Rebecca la majeure partie de la nuit. Et Rachel a passé son temps dans sa chambre. J'étais vraiment triste que papa et maman aient dit qu'on allait devoir les attendre pour ouvrir les cadeaux de demain. Alors, on a décidé de se rabattre sur du chocolat chaud. Mais la machine était cassée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça brûlait systématiquement le lait. Alors, on a décidé de prendre des sucreries. Rebecca a essayé de nous mettre au lit à 20h, mais elle n'a pas réussi avant 21h30. Même si ça se voyait qu'elle était fatiguée et frustrée à cause de nous, elle nous a dit qu'elle s'était bien amusée, et qu'elle n'aurait pas aimé passer Noël avec qui que ce soit d'autre. Je me suis réveillée au beau milieu de la nuit, à environ 23h. Et je me suis aperçue que la lune projetait une lumière rougeâtre sur la neige au bord de la fenêtre. J'ai regardé par cette dernière, et j'ai vu un objet rouge arriver en direction de ma maison, très rapidement. C'était dur de distinguer ce que c'était, mais plus ça se rapprochait, et plus on aurait dit un traîneau rouge traîné par des rennes. J'ai immédiatement reconnu le traîneau du Père Noël, et j'ai couru me cacher sous l'escalier. Après ça, j'ai attendu avec impatience qu'il descende par la cheminée. De la fenêtre qui se trouvait à la droite de notre cheminée, j'ai vu le traîneau ralentir au-dessus de notre maison. J'ai entendu plusieurs sabots trotter sur le toit. J'ai fait attention pour rester complètement immobile et silencieuse. J'ai attendu pendant ce qui semblait être une éternité, alors que des pas étouffés résonnaient sur le toit de la maison au-dessus de moi. Les pas se rapprochaient tout doucement de la cheminée. J'ai entendu du remue-ménage, alors que de la poussière et de la cendre commençaient à tomber dans la cheminée. Rapidement après ça, 2 paires de bottes noires ont fait leur apparition. Puis le reste du corps du Père Noël a suivi. Il tenait dans sa main un sac de jouets. Sans dire un mot, il se dirigeait droit sur le sapin. Puis il a pris quelques cadeaux de son sac et les a mis sous notre sapin en plastique qui brillait de 1000 feux. Ensuite, il s'est dirigé vers le lait et les cookies qu'on lui avait laissés. Et il les a tous dévorés. J'avais l'impression que j'avais retenu mon souffle pendant tout ce temps. Je n'arrivais pas à croire que j'étais en train d'espionner le Père Noël dans ma propre maison. Après ça, il a avancé vers nos chaussettes qui étaient accrochées un peu plus loin et a sorti quelques friandises. Il a commencé par la chaussette de Molly. Quand il est arrivé à celle de Levi, il a pris un tout petit morceau de pierre noire et l'a regardé avec tristesse avant de le mettre à l'intérieur. Ça m'a mis un moment avant de réaliser qu'il venait de donner du charbon à Levi, comme il le faisait avec les enfants qui n'étaient pas sages. J'ai essayé de me retenir de rigoler, mais j'ai quand même laissé échapper un petit ricanement. Le Père Noël s'est retourné et a regardé dans toute la pièce. Je suis restée aussi silencieuse que possible. Il s'est retourné à nouveau vers les chaussettes, mais cette fois-ci, il était complètement dos à moi. Il a placé un bout de charbon dans la chaussette de Gareth aussi. Il a mis un bonbon dans celle de Brad, avec un couteau suisse. Rachel, quant à elle, a eu droit à un nouveau téléphone et des Kit Kat. Enfin, il s'est avancé vers ma chaussette, qui était toujours placée vers la droite, même si j'étais l'enfant du milieu. Il a commencé à fouiller dans son sac, et je me suis avancée avec excitation pour voir ce qu'il allait en sortir. Je n'y croyais pas. Le Père Noël a sorti un gros morceau bien noir de charbon
et l'a mis dans ma chaussette. J'ai senti une montée de rage, de tristesse et de regret. Et tout ça en même temps. J'avais envie de me lever et de lui demander des explications. Mais il s'est retourné, et j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. On aurait dit qu'il ressentait les mêmes émotions que j'étais en train de ressentir. Comme s'il détestait donner du charbon aux enfants méchants. Je suis donc restée silencieuse, alors que le Père Noël remontait par la cheminée et s'en allait sur son traîneau. J'ai couru vers la fenêtre qui se trouvait à côté de la cheminée, et j'ai aperçu le traîneau passer de toit en toit avant de disparaître dans la noirceur de la nuit. Je suis restée assise là, immobile pendant un long moment, me demander comment j'allais pouvoir devenir un enfant plus sage avant l'année prochaine. Et là, j'ai vu quelque chose d'autre s'approcher de la maison. On aurait dit la même chose que j'avais vu précédemment, sauf que cette fois-ci, le traîneau semblait tout noir. Je me suis dit que c'était parce qu'il faisait sombre à l'intérieur. Je me demandais pourquoi le Père Noël était en train de revenir. Peut-être qu'il avait oublié quelque chose, peut-être qu'il avait fait une erreur, peut-être que je n'avais pas été méchante après tout. Mes pensées partaient dans tous les sens, alors que je commençais à retrouver l'excitation que j'avais de pouvoir avoir des cadeaux de Noël. J'avais arrêté de regarder par la fenêtre, et j'avais commencé à rêver à tout ce qui m'attendait, jusqu'à ce que le bruit des sabots sur le toit interrompe mes pensées. Cette fois-ci, j'ai entendu des pas lourds s'approcher de la cheminée. À nouveau, de la cendre a commencé à tomber de celle-ci, créant un nuage de cendre tout autour. J'ai entendu le Père Noël descendre bruyamment avant d'atterrir sur le sol. La dernière pensée que j'ai eue avant de voir ce qui sortait de la cheminée, c'était comment ça se faisait que personne n'avait été réveillé par tout ça. À travers l'épais nuage de cendre, j'ai vu 2 cornes rayées de blanc et de rouge, comme celles que l'on pouvait voir sur les sucres d'orge. Alors que les cendres retombaient sur le sol, j'ai pu voir clairement ce qui se tenait devant moi. Sa peau était pâle, et elle avait l'air bleue, comme si elle était gelée. Sa barbe ressemblait à celle du Père Noël, sauf qu'elle était noire et finissait en pointe. Son nez était long, et son visage avait l'air menaçant, mais il avait l'air plus humain que je ne le pensais. On aurait dit que ses cornes auraient pu toucher le plafond s'il sautait. Son corps avait l'air humain en ce qui concerne la forme, mais son apparence était animale. Ses jambes étaient tordues, et se terminaient par des sabots, comme ceux d'une vache ou d'un taureau. Il avait une longue queue. Son torse était complètement contorsionné, et tout sauf son visage et ses paumes étaient couverts de fourrure. Il avait des chaînes cassées autour des poignets, et ce qui ressemblait à de lourdes décorations de Noël attachées à sa queue par une autre chaîne. Ses oreilles étaient pointues, et ses longues dents étaient jaunes. À part son apparence horrible et surprenante, la chose la plus flagrante chez lui était les cloches qu'il portait, et le panier qu'il avait sur son dos, et qui était recouvert de membres d'enfants qui en pendaient. L'histoire qu'on racontait aux enfants pour qu'ils restent sages tout au long de l'année était vraie. C'était le Krampus. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. J'avais vu des traîneaux volés par magie grâce à des rennes. J'avais même vu le Père Noël en chair et en os. Mais rien ne m'avait préparé à voir cette bête qu'était le Krampus. Il bougeait à travers la pièce à une telle vitesse que j'ai été prise de court. Cette chose avait l'air de faire plus de 2,50 m sans ses cornes. Et il avait l'air de dominer tout ce qui se trouvait à l'intérieur de notre grande maison. Il a avancé vers la cheminée et a attrapé le charbon qui se trouvait dans la chaussette de Lévi. Il l'a fait tourner à l'intérieur de ses longs doigts osseux pendant un instant. Puis, il a pris le charbon qui se trouvait dans la chaussette de Gareth. Et finalement, il a attrapé le mien. Il a regardé avec attention le bout de charbon. Et il a souri de toutes ses dents jaunes et pointues. L'ai-je entendu dire avec une voix profonde et rauque. Un frisson m'a parcouru le corps alors qu'il parlait. J'étais paralysée de peur et d'extase devant la créature qui avançait dans mon salon. Je croyais qu'il allait sortir de chez moi, mais il a marché jusque dans le couloir qui allait vers la chambre de Lévi et Gareth. Je me rappelais de ce que mon père nous avait dit à propos de ce monstre, qu'il fouettait les enfants et les emportait, et que parfois, il les mangeait, ou encore qu'il les secouait juste pour les effrayer pour qu'ils deviennent plus sages. Toutes ces pensées horribles et plus encore me traversaient l'esprit, alors que le monstre avançait doucement vers la chambre des enfants. J'ai essayé de crier de toutes mes forces, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Quand j'ai finalement pu dire le nom de Lévi et Gareth, des cris avaient déjà envahi leur chambre. Lévi est sorti de la pièce en courant, et en criant de toutes ses forces alors que Gareth le suivait. Les bras longs et tordus de la créature sont sortis de la chambre, et ont attrapé la jambe de Gareth le ramenant à l'intérieur. Je me suis levée de là où je me trouvais, et j'ai fait signe à Lévi de s'avancer vers moi. Gareth a soudainement arrêté de crier. Le Krampus est sorti de la chambre tout seul. Son nez avait l'air plus petit maintenant, et son visage encore plus déformé. J'ai attrapé la main de Lévi très fort, et on s'est dépêché de courir vers la chambre de Brad. J'ai tambouriné encore et encore contre sa porte, mais il ne venait pas. Je voulais essayer de continuer d'attirer son attention,
Mais je pouvais entendre la chose monter les escaliers et arriver vers nous. Chaque sabot tapant sur chacune des marches. J'ai emmené Lévi dans la buanderie et je lui ai dit de se cacher à l'intérieur du monde plat. Une fois qu'il était à l'intérieur, j'ai commencé à faire descendre le monde plat pour qu'il puisse aller en bas sans rencontrer le monstre. Avant qu'il ne soit hors de vue, j'ai demandé à Lévi de faire démarrer la machine à chocolat chaud, car j'avais un plan. Il a acquiescé, et alors qu'il arrivait en bas, j'ai senti la pression de la corde du monde plat se relâcher. J'ai entendu les sons des sabots se rapprocher et devenir de plus en plus forts. J'ai commencé à faire remonter le monde plat, et j'ai grimpé dedans alors que la porte était en train de s'ouvrir violemment. Et ça, malgré le fait que je l'avais fermée à clé. La créature était en train de se lécher les lèvres avec sa longue langue fine, alors qu'il s'approchait de mon corps tremblant qui se trouvait à l'intérieur du monde plat. Je me suis dépêchée d'essayer de descendre, en sautillant, alors que le Krampus s'approchait de plus en plus près. Mais ça ne bougeait pas, peu importe à quel point je sautais. Et la créature était presque arrivée jusqu'à moi. J'ai senti son souffle contre ma peau, alors qu'il respirait de façon excitée. Je m'attendais à ce que son souffle soit chaud, comme celui d'un chien. Mais au lieu de ça, on aurait dit un vent glacial d'hiver mordant ma peau. J'ai sautillé encore plusieurs fois. Et enfin, le monde plat s'est mis à bouger. Il est descendu si vite qu'avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà arrivée au premier étage. J'ai rampé hors de celui-ci et j'ai couru jusqu'à la cuisine, alors que le démon se dépêchait de descendre. Quand je suis arrivée dans la cuisine, j'ai remarqué que mon petit frère n'y était pas. Mais j'ai vu que la machine était bien allumée. Les pas lourds de la créature continuaient à se faire entendre et j'ai décidé de me concentrer pour trouver Lévi. Il n'était pas caché dans un placard et il n'était pas non plus dans le salon. Je me suis dit qu'il était sûrement dans sa chambre. Alors je m'y suis dirigée, aussi lentement et silencieusement que possible. La chambre des jumeaux était un vrai carnage. Tout était sans dessus-dessous. Et Lévi n'était pas là. Il y avait du sang partout sur les murs. Et ça m'a fait mal de penser que le sang appartenait à mon petit frère. Une petite empreinte de main sanglante se trouvait à côté de la porte sur le mur. Tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était de l'effroi. De l'effroi de m'être mal comporté pendant l'année. L'effroi de ce qu'allait devenir mon petit frère. Et l'effroi vis-à-vis du silence qui avait alors envahi la maison. Je suis rapidement et silencieusement retournée vers la cuisine. Et j'ai attrapé du chocolat qui était particulièrement chaud. Alors que je me redirigeais vers le salon, j'ai eu cet horrible sentiment que j'étais observée. J'avais du mal à voir ce qui se trouvait autour de moi, car il faisait très sombre, et je n'arrivais pas à mettre la main sur les interrupteurs. La seule chose qui me permettait de voir, c'était les lumières qui s'échappaient du sapin de Noël. Alors que je regardais en direction de toutes les portes, quelque chose a attiré mon attention. Le chandelier avait commencé à se balancer, comme si quelque chose s'était cogné dedans. Il y avait un son qui accompagnait le grincement léger du chandelier qui se balançait. Alors que je me concentrais dessus, grâce aux décorations du sapin, j'ai réussi à voir ce qui s'était cogné dedans. Le monstre rampait sur mon plafond comme une araignée tordue. Ses doigts étaient pliés d'une façon horriblement dérangeante, mais cela lui permettait de pouvoir s'agripper au plafond. Il me regardait avec ses yeux perçants. À la vue de cette horreur, j'ai voulu crier. Mais au lieu de ça, j'ai décidé d'être brave. Un sourire cruel est apparu sur le visage de ce prédateur qui me poursuivait. Il a retiré ses doigts osseux du plafond et a atterri devant moi dans un énorme boom, à peine quelques centimètres. Mais c'était son erreur. Je lui ai balancé l'intégralité du chocolat chaud sur le visage et la bête a commencé à se contorsionner d'agonie. Il a mis ses mains devant son visage, qui s'est vite couvert de cloques. Quand il a retiré ses mains, j'ai pu voir qu'il avait commencé à fondre et à se décomposer en de tout petits morceaux de chair couverts de sang. En dessous, tout ce qu'il y avait, c'était son horrible crâne et ses yeux qui étaient toujours dans leurs orbites. Il a arrêté de bouger pendant un instant et j'étais heureuse de me dire que le Krampus était mort. Mais d'un coup, il s'est mis à rire du rire le plus malsain que je n'avais jamais entendu. Ça me cassait les oreilles et ça me paralysait de peur. Mais ce que j'ai vu après, c'était pire. Les muscles ont commencé à se reformer sur son crâne. Et en quelques secondes, son visage était de nouveau là. Maintenant, on aurait plus dit un bouc avec des dents pointues qu'un être humain. Mais il restait encore un peu de ce à quoi la créature ressemblait auparavant. Sa barbe était toujours aussi longue qu'avant. Mais à présent, elle avait presque l'air de ne pas être à sa place sur son nouveau visage encore plus démoniaque. Je me suis retournée et j'ai couru me cacher derrière le sapin en évitant ses longs bras alors que je m'enfuyais. Le Krampus s'est immédiatement dirigé vers l'arbre, avec la visible intention de me faire du mal. J'ai poussé l'arbre en plastique de toutes mes forces sur le monstre et j'ai couru rapidement tout en haut de l'escalier pour essayer de retrouver mon petit frère. Au passage, j'ai tambouriné sur la porte de mes autres frères et sœurs, mais personne ne se réveillait. Peu importe à quel point il y avait du bruit dans la maison. Dans ma famille,
Tout le monde fermait leurs portes en allant se coucher pour ne pas être dérangé par les autres. Mais il est vrai que les portes étaient aussi épaisses. Et qu'on n'entendait pratiquement rien quand elles étaient fermées. J'ai commencé à appeler Lévi aussi fort que possible, en espérant que j'allais avoir une réponse. Lévi est apparu en haut des escaliers. On s'est regardé. Il avait l'air terrifié et triste. J'ai commencé à marcher vers lui, quand tout à coup mon petit frère a été empalé par les cornes du Krampus. Son corps a été secoué dans tous les sens par la créature sauvage, alors qu'elle bougeait la tête comme si elle convulsait. J'avais déjà vu des gens mourir à la télé auparavant, mais le voir dans la vraie vie, c'était complètement différent. Personne ne devrait assister à ça. Mon frère ne méritait pas ça. Personne ne méritait ça. Noël était censé être un moment d'amour et de joie, mais ce que le Krampus faisait, c'était faire de Noël un moment de haine et de vengeance. J'ai regardé avec impuissance pendant que cette chose déchiquetait le corps de mon petit frère avec ses cornes. Jusqu'à ce qu'à un moment, il laisse tomber son corps sans vie dans le sac qu'il portait sur son dos. Le démon a commencé à avancer à grands pas vers moi avec des intentions malicieuses. Alors j'ai ouvert la porte de la chambre de papa et maman qui était vide. Et j'ai ouvert le premier tiroir de la commode de mon père. Je n'étais pas assez grande pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je savais ce que je cherchais. J'en ai sorti le pistolet de mon père. J'ai ouvert le second tiroir de la commode et j'ai réussi à en retirer 2 balles, que j'ai rapidement enfoncées dans l'arme avant que la créature ne défonce la porte. Vu que mon père m'avait appris à chasser, j'ai pu atteindre la créature les 2 fois où j'ai tiré. Mais le Krampus avait l'air complètement immunisé contre les balles. Par chance, le bruit des tirs nous avait tous les deux fait mal aux oreilles, car le monstre a soudainement mis ses mains osseuses sur ses oreilles, puis a crié de douleur. J'en ai profité pour courir rapidement vers la fenêtre, jusqu'à ce que quelque chose de long, fin, ferme et gluant n'attrape ma jambe droite et commence à me tirer en arrière. J'ai regardé derrière moi, et j'ai découvert avec terreur que le Krampus utilisait son incroyable longue langue pour me ramener vers sa bouche pleine de dents aiguisées. J'ai commencé à respirer de plus en plus rapidement, et j'ai paniqué alors que mon pied se rapprochait dangereusement de sa bouche. J'ai pris de l'élan avec ma jambe gauche, et je lui ai donné 2 coups de pied dans le visage. J'ai ressenti l'étreinte de sa langue se desserrer après ça. Avant que je ne puisse me remettre de mes émotions, le Krampus m'a attrapé et a commencé à me secouer violemment. Je lui ai redonné un coup de pied, et cette fois-ci il m'a fait voler à travers le hall. Je me suis rapidement relevée, et j'ai commencé à boiter pour m'échapper. J'avais atteint le bout du couloir, quand j'ai entendu quelque chose claquer très fortement. Juste après, j'ai senti une douleur aiguë parcourir mon dos. Je me suis retournée, et j'ai vu que le démon de Noël venait de me frapper de son fouet, comme un dresseur l'aurait fait avec son lion. Pour la seconde fois, j'ai senti la même douleur se propager dans mon dos. J'ai accéléré, mais c'était trop tard. Le Krampus m'a attrapé de nouveau. Ses doigts longs et froids se sont enroulés autour de moi, ce qui a accentué toutes les douleurs que je ressentais déjà. Il m'a regardé droit dans les yeux, avant de me mettre la tête en bas et de me lâcher à l'intérieur de son énorme sac. À l'extérieur du sac, on aurait dit que seulement quelques enfants pouvaient tenir dedans. Mais en réalité, l'intérieur était gigantesque. Je suis tombée sur une montagne de corps. Il y en avait des centaines, ou plutôt des milliers. C'étaient des corps d'enfants, tous empilés les uns sur les autres, et tous morts. Je n'arrivais même pas à voir le sol à cause de la pénombre. J'avais l'impression de n'entendre aucun son provenant de l'intérieur, ou même de l'extérieur d'ailleurs. Je voyais aussi des enfants vivants qui mimaient un cri, sans qu'aucun son ne sorte de leur bouche. Moi qui pensais que la situation ne pouvait pas être pire, j'avais complètement tort. J'ai attendu pendant ce qui me semblait être une éternité pour pouvoir m'échapper, alors que de nouveaux enfants tombaient et me rejoignaient dans ma confusion. Ça montrait qu'à l'extérieur du sac, le temps passait beaucoup plus rapidement. Peu de temps après, j'ai vu la main du Krampus apparaître du haut du sac, et il a attrapé à l'aveuglette une enfant. Elle était totalement paniquée, mais moi, j'ai vu l'occasion de m'en sortir. J'ai attrapé ses jambes. Une fois à l'extérieur du sac, je me suis laissé tomber derrière le Krampus. Il n'avait pas remarqué ma présence. Il était trop concentré sur la fille. Il la regardait pendant un moment, avant de la mordre avec ses longues dents pointues. Je ne la connaissais pas, mais je lui devais la vie pour m'avoir aidé à m'échapper. J'ai commencé à reculer aussi silencieusement que possible, alors que le Krampus, assis à sa table, dévorait la petite fille avec appétit. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, mais il faisait froid et sombre. Je pense que c'est l'endroit où vivait la créature. Après que le monstre a fini de manger, il a attrapé une petite boîte en bois, l'a ouverte, et a mis une sorte de pierre verte et brillante comme de l'émeraude à l'intérieur de celle-ci. Il a ensuite pris la boîte et est rentré à travers une porte rouillée. Quand il est ressorti, la boîte n'était plus dans ses mains. Il a ensuite quitté la pièce dans laquelle j'étais, en laissant les restes de la petite fille sur la table, la porte rouillée entr'ouverte. J'ai ouvert la porte en grand,
et j'ai découvert une douzaine d'autres boîtes en bois. J'ai aussi pu voir beaucoup de poupées en porcelaine et d'autres jouets qui avaient l'air complètement malsains. La porte s'est refermée derrière moi et j'ai été plongée dans le noir total. J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti une lampe torche. Je suis passée devant un diable à ressort qui s'est mis en marche sur mon passage. La tête du clown qui en était sortie était particulièrement effrayante. Je suis également passée devant une poupée qui avait l'air très ancienne. J'ai pensé que c'était les jouets qui avaient été rejetés par le Père Noël, mais peu de temps après, j'ai vu un autre clown. Sur son front, il y avait écrit « Méchant ». J'étais terrifiée, car j'avais l'impression que d'autres personnes avant moi étaient restées coincées dans cette pièce. Lorsque je me suis rapprochée du clown, il a sauté devant moi et a crié « Tu veux jouer ?» J'ai eu très peur alors que je faisais un bond en arrière et que le clown laissait échapper un rire terrifiant. Tout à coup, j'ai entendu les petits pas rapides de ce qui semblait être d'autres jouets autour de moi. J'ai éclairé et j'ai vu que j'étais entourée de poupées et de petits bonhommes en pain d'épices. Je me suis mise à frôler les murs en essayant de localiser la porte. En mettant la lumière sur les murs, j'ai vu un message qui disait « Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas mourir ?» J'avais l'impression que l'inscription avait été gravée avec des griffures d'ongles. Je n'avais qu'une envie, que cette nuit se termine. Quand j'ai localisé la porte, j'ai couru vers elle. Mais un petit soldat qui avait une brûlure très réaliste sur le visage m'a fait un croche-pied. J'ai shooté dans ce petit bout de plastique et j'ai continué vers la porte lorsqu'une poupée de bébé en porcelaine est apparue de la pénombre et a enfoncé ses petites dents dans ma jambe. J'ai senti un élan de douleur et je suis tombée au sol. Violemment, j'ai donné des coups de poing dans la tête de la poupée jusqu'à ce qu'elle retire ses dents de ma peau. L'atrocité en porcelaine s'est enfuie, alors que d'autres jouets démoniaques s'étaient mis à danser autour de moi dans la pénombre. De plus en plus de ces jouets commençaient à sortir des boîtes qui ressemblaient à celles que le Krampus venait de déposer. Les joueurs ont commencé à murmurer des choses, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Les murmures sont devenus de plus en plus forts, jusqu'à ce que je finisse par comprendre quelques mots. Les choses qu'ils disaient étaient terrifiantes. Je me suis relevée et j'ai commencé à avancer vers la porte, alors que les jouets me disaient des choses qui me glaçaient le sang. Même s'ils continuaient à chanter, aucun d'entre eux n'a essayé de se rapprocher de moi de nouveau. En avançant, je voyais des choses qui m'effrayaient. Un jouet qui ressemblait à un squelette et portait le costume du Père Noël, une marionnette dont le corps était transpercé par les clous, et tout plein d'autres choses comme ça. Mais celui qui m'a le plus effrayé, c'était un ours en peluche. Il avait de vraies griffes d'ours qui lui sortaient des pattes, et des dents humaines dans toute la bouche. C'était bien un atelier à jouer, mais c'était l'atelier à jouer de l'esprit malsain qu'était le Krampus. J'ai décidé de partir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai atteint la porte, et j'ai commencé à tirer sur la poignée en métal rouillé. La porte était extrêmement lourde, mais elle a doucement commencé à bouger et à s'ouvrir, alors que je tirais de toutes mes forces. De la lumière a envahi la pièce, et les jouets ont couru dans l'ombre pour éviter la lumière. Je suis sortie de la pièce sombre, et j'ai refermé la porte derrière moi. Puis, j'ai appuyé mon dos contre la porte pour reprendre mon souffle. J'étais revenue à la seule pièce qui m'était familière dans cet endroit. Je suis retournée à la longue table sur laquelle le monstre avait mangé la petite fille, en essayant de penser à quelque chose d'autre, pour me distraire des horreurs auxquelles j'avais été témoin. J'étais déboussolée. Cette soirée était censée être la plus belle de toute l'année. J'ai vu une autre porte qui était ouverte, et j'ai avancé jusqu'à celle-ci. Puis, j'y ai passé ma tête pour regarder aux alentours. Dans cette pièce-là, qui était également très grande, il y avait différents fouets et plusieurs tronçonneuses. Je suis rentrée, mais je suis restée très près du mur. Et là, j'ai repéré 3 autres portes en bois foncé encastrées dans le mur en pierre. J'ai aussi vu qu'il y avait une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, je pouvais voir que la neige tombait drûment. Ça avait l'air si calme à l'extérieur. 2 des portes étaient sur un large mur à l'opposé de la fenêtre. Et la 3e porte était à la droite de la fenêtre. J'ai commencé à essayer d'ouvrir l'une des 2 portes qui étaient sur le mur opposé, mais j'avais l'impression que j'aurais plus de chances de m'échapper par la porte qui était juste à côté de la fenêtre. Ce qui avait d'accroché sur le mur me terrifiait. Il y avait des cornes, des masques terrifiants duquel sortaient de longues langues de serpents, d'autres masques avec des dents pointues, et d'autres faits avec de la vraie peau humaine. C'était étrange. J'avais l'impression que toutes les portes de la maison menaient à cette pièce. Je suis sortie sans bouger la porte par laquelle j'étais arrivée, de peur que cela fasse tellement de bruit que ça emmène la créature jusqu'à moi. J'ai continué à allonger le mur en évitant les différentes choses qui étaient dessus, jusqu'à la seule porte qu'il me restait. J'ai franchi la porte avec prudence. Et la première chose que j'ai remarquée dans la pièce qu'il y avait derrière la porte, c'était un arbre géant. On aurait dit un arbre de Noël violet posé à l'envers. La base de l'arbre était totalement normale, mais les branches et les épines étaient renversées. L'arbre était décoré avec des lumières rouges et vertes. Et des petits ossements. Dans cette pièce aussi, il y avait une fenêtre.
mais elle était du même côté que celle de l'autre pièce. Il y avait un couloir ouvert qui se séparait en 2 directions opposées. D'un côté, un panneau indiquait bureau de surveillance et de l'autre, étable. Je me suis dirigée vers l'étable, en pensant que j'allais pouvoir emprunter un renne pour m'échapper de cet endroit maudit. Mais maintenant que j'y repense, c'était vraiment débile comme plan. J'ai ouvert la porte de l'étable et une odeur putride m'a instantanément envahi les narines. Le sol de l'étable était gelé. Il y avait 8 box. De chacun de ces box sortait la tête d'un renne qui semblait démoniaque. Sous chacune de ces effrayantes têtes, il y avait le loquet de la porte qui fermait chacun de ces box. Sur ces portes, il y avait le nom de chaque reine. J'ai lu les noms à voix haute en commençant par le premier. Chaque reine avait un nom aussi grotesque que leur tête. Si je dis ça, c'est parce que quelques-uns d'entre eux avaient les os de leur crâne apparents. Ils avaient tous les dents en sale état. Certains avaient des crinières, et d'autres avaient du sang séché sur leur fourrure. Tous leurs yeux étaient rouges. Le premier s'appelait Tronçonneuse, puis il y avait Courroucée, Gorgogne, Putride, Cyclope, à qui il manquait un œil, puis il y avait Rage et Cadavre. Le dernier reine monstrueux ressemblait à une version zombie de Rudolph. La crinière de ce reine était faite de feu, et entre ses bois ensanglantés, je pouvais voir des faisceaux électriques passer. Je me suis dit qu'essayer de monter sur une de ces monstruosités était hors de question, et j'ai commencé à chercher un moyen de m'en sortir. J'ai réalisé que la seule autre porte qu'il y avait dans l'étable était celle par laquelle je venais d'arriver. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait si froid ici. Et en levant la tête, j'ai vu qu'il y avait un immense trou à la place du plafond. Mais les murs étaient beaucoup trop hauts pour que je puisse les escalader. J'ai quitté l'étable et je me suis dirigée vers la salle de surveillance. La poignée de celle-ci était gelée. Comme toutes les autres, cette pièce était gigantesque. Un des murs était entièrement couvert d'écrans. L'écran du bas, tout au milieu, était plus grand que les autres, et un clavier y était attaché. Devant, il y avait aussi une chaise. Sur les écrans, je pouvais voir plusieurs enfants différents. Certains étaient dans un état pitoyable, et d'autres vaquaient à leurs occupations. Aucun son ne pouvait se faire entendre, mais j'ai commencé à entendre un tic-tac. Au-dessus de la porte que je venais de traverser, il y avait une horloge. J'ai pu lire qu'il était 5h45 du matin. Comme je vous l'ai déjà dit, chez moi Noël ne commençait pas avant 6h du matin. Sur le mur en face des écrans, il y avait plusieurs noms écrits et barrés. Je me suis demandé si le nom de la fille qui s'était faite dévorer sous mes yeux en faisait partie. À droite des écrans, il y avait une porte au-dessus duquel un panneau indiquait la sortie. Mais quand j'ai regardé l'écran du bas, j'ai vu que dessus, il y avait écrit « Entrez un prénom ». Je me suis assise dans la grande chaise et j'ai tapé Garrett White. Un elfe qui avait 2 têtes est apparu à l'écran. Chaque tête donnait l'impression qu'elle essayait de se séparer de l'autre. On aurait dit que l'elfe souffrait. Et ce qui m'a le plus troublé, c'est que ses yeux étaient de la même couleur que ceux de Levi et Garrett. J'ai tapé Levi White, et la même chose est apparue sur l'écran. Je suis restée assise là pendant un moment, pétrifiée par la peur. Mes yeux se sont remplis de larmes, et les larmes ont coulé sur mes joues. Le tic-tac de l'horloge devenait de plus en plus pesant alors que je pleurais. Je pleurais plus que je n'avais jamais pleuré auparavant. Je pleurais tant que mes oreilles ont commencé à sonner. Et puis, la chaise sur laquelle j'étais assise a tourné d'elle-même, et je me suis retrouvée face à face au Krampus. Il avait l'air menaçant, et encore plus sinistre. Ses cornes étaient partiellement recouvertes de sang. Ses longs doigts étaient toujours aussi pointus, et ses yeux avaient l'air plus pénétrants que jamais. Il a pointé son long doigt osseux vers moi. « Méchante petite fille », a-t-il dit de façon cruelle et moqueuse. Il a léché mon visage de sa langue visqueuse, et a commencé à l'enrouler autour de mon cou. Il a serré la langue de plus en plus, et j'ai commencé à étouffer. Je toussais, et me débattre ne servait à rien. Je me sentais de plus en plus faible, et je manquais cruellement d'oxygène. Ma vision s'est troublée, et j'ai su à ce moment-là que si je ne me dépêchais pas de faire quelque chose, c'était la mort assurée. Je lui ai donné un coup de poing dans l'œil de toutes mes forces. Et pendant un instant, il a remis sa langue dans sa bouche. J'ai mordu ses doigts, ce qui l'a fait me lâcher. Puis j'ai couru vers la sortie. J'ai senti le sol trembler derrière moi alors que les énormes sabots s'abattaient dessus. J'ai senti le souffle glacial de la créature derrière ma nuque. J'ai poussé la porte et j'ai réussi à l'ouvrir un tout petit peu. Juste de quoi laisser passer mon corps. Et j'ai couru dans le froid alors que le Krampus me suivait. J'ai couru jusqu'à ce que la neige arrive à mes genoux. Et jusqu'à ce que cette main auquel j'étais désormais habituée me rattrape et me tire de nouveau vers la tanière du Krampus. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que le soleil était en train de se lever à l'horizon. L'ignoble bête, elle, s'en est immédiatement aperçue et a directement arrêté de me tirer. Il m'a lâché sur le sol
et à regarder brièvement l'horizon. Ne t'inquiète pas, un jour, je viendrai te chercher. A-t-il dit alors qu'il retournait vers sa tanière. Je suis restée là, allongée dans le froid, et j'ai fermé les yeux pour ce qui m'avait semblé être quelques secondes. Mais quand je les ai réouverts, le soleil était très haut dans le ciel, et une silhouette était à côté de moi. Au début, j'ai pensé que c'était le Krampus, mais j'ai remarqué qu'il portait du rouge. Et là, je me suis évanouie de nouveau. Quand j'ai réouvert les yeux, j'ai vu un homme à barbe, assez gros, qui portait un chapeau ridicule. « Père Noël ?» ai-je demandé. Chut, mon enfant. A-t-il dit d'une voix douce et apaisante. Tu as de la chance. Mais maintenant, il faut que je te ramène à la maison. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée dans mon lit. Lévi et Gareth avaient été kidnappés au beau milieu de la nuit. Et j'ai découvert que c'était Rebecca, Brad et Molly qui avaient prévenu nos parents et la police. J'ai essayé de leur dire ce qui s'était passé, mais personne ne voulait me croire. Ils pensaient juste que j'étais traumatisée et que je racontais n'importe quoi. Alors, j'ai abandonné. Mais comme je vous l'ai dit, si j'enregistre ceci, c'est que je vais essayer de prévenir le maximum de personnes. Le soir de Noël, si vous savez que vos enfants n'ont pas été sages, gardez-les auprès de vous, car le Krampus n'hésitera pas à venir les chercher.